On a fait des exercices, on a fait des trucs de mise en scène et je me sentais tellement bien. C'était la première fois que j'avais cette déconnexion de ma situation parce que vivre 8 mois sans savoir comment sera ta situation, c'est très angoissante, c'est très stressant et tu sais pas en fait parce que tu sais pas comment va être ton lendemain et tu sais pas. Moi, le théâtre m'a fait tellement couper de tout ça, je me suis tellement senti bien que je me dis, il faut que je fasse ça. Bonjour, bienvenue dans le second épisode de notre podcast N'est pour briller, un podcast où on a décidé de révéler les gens que j'aime appeler brillants, mais des gens qui sont en réalité des battants, des personnes d'origine africaine, antillaises ou autres, et qui justement ont un parcours qui n'a jamais été facile, ne le sera sûrement jamais, mais qui malgré les difficultés, les réalités et parfois même le coup du sort, arrivent à s'en sortir et aujourd'hui sont en mesure de raconter une histoire qui est réelle, qui est vraie. Et aujourd'hui, j'ai avec moi un invité assez particulier. On s'est rencontrés récemment et il a un certain impact que j'ai jugé en fait intéressant de montrer au grand jour dans ce podcast. Et donc, il a différentes casquettes et on aura peut-être l'occasion de faire un second épisode pour pouvoir, parce que je suis pas sûr qu'on pourra finir de faire le tour de toute sa vie en un seul épisode, mais je pense qu'on pourra peut-être éventuellement, si vous aimez beaucoup ce podcast, n'hésitez pas à le dire en commentaire après. On pourra éventuellement, selon son histoire, un peu creuser encore plus différents aspects de sa personnalité et pourquoi pas le réinviter ici pour qu'on puisse faire un épisode numéro 2, une partie 2, voilà, de ce podcast avec tout un autre pan de sa personnalité, de sa vie. Et donc, je vais te laisser te commenter quand même et on nous en dit plus sur qui tu es et après on pourra enchaîner sur les questions plus intéressantes. D'accord. Donc, bonjour à tous. Je suis Armel. Je suis conseiller client dans le domaine du logiciel. Donc, ça, c'est ma vie professionnelle. Et en parallèle, je suis créateur de contenu, artiste et web humoriste. Donc, Tu as plusieurs casquettes. oui, j'ai plusieurs casquettes et deux univers différents. J'essaie de mener la vie au quotidien en essayant de faire ce que j'aime parce que j'aime évidemment le côté professionnel et aussi ce que j'ai fait au quotidien. Ok, mais ton nom, c'est Armel. Mon nom c'est Armel, mon prénom c'est Armel et mon nom c'est Nguessan. Nguessan, mon nom de famille, donc, qui est un nom ivoirien parce que je viens de la Côte d'Ivoire. Et Big up à nos amis de la Côte d'Ivoire. donc je viens de la Côte d'Ivoire et je garde toujours ce nom. D'accord. Mais on te connaît précisément sur les réseaux avec un autre nom. Oui, moi, sur le réseau, on me connaît en tant que Armel le Malabar. Ok. Donc Armel, qui est mon prénom. Et le Malabar, qui est un surnom, mais un surnom qui me représente beaucoup. Parce que Malabar, ça veut dire grand et fort. Ok. Et moi, je sais que je suis grand et fort, mais pas physiquement, plutôt psychologiquement. Avec tout ce que j'ai traversé, ça m'a rendu très fort psychologiquement. Et je pense que pour faire ce parcours et arriver là où je suis, il faut être très fort mentalement. Donc c'est vraiment un surnom qui me représente et je m'identifie au quotidien aussi à travers ça. D'accord. Donc, Armel le Balabar sur TikTok, je pense que tu accumules à peu près un peu plus de 300 000 abonnés sur TikTok. Je ne suis pas les gars sur les autres réseaux, mais je pense que c'est à peu près ça. Et en plus, peut-être 340 000. Voilà. Donc, oui, Armel le Malabar, vous pouvez les gars sur les réseaux sociaux, c'est 300 000, 340 000 du coup sur TikTok. 200 ou 300 000 sur Instagram. En tout cas, un cumul à peu près de 600 000 abonnés sur les réseaux sociaux, voire plus. Et justement, moi, je trouve que c'est quand même quelqu'un d'assez, j'aime bien dire engagé. Il a des thématiques qu'il défend, il a des valeurs, il a voilà, des points particuliers sur lesquels on sait qu'on va retrouver son intervention et c'est quelque chose de très intéressant. On va pouvoir développer ça dans la suite, ne vous inquiétez pas. Et du coup, Armel, tu as dit effectivement le Malabar, grand et fort, mais pas physiquement, c'est bien ça? Physiquement. Ok. Mais du coup, Armel, d'origine ivoirienne, Armel Nguessan, c'est ça? Hein? Alors, je suis né en Côte d'Ivoire, bien évidemment. Je suis resté jusqu'à mes 16 ans et demi. D'accord. Et à mes 16 ans et demi, je suis venu en France. Je ne vais pas rencontrer non plus mon parcours pour arriver en France. Ce que je peux en parler, c'est une fois arrivé en France, tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai traversé, tout ce qui est arrivé. Je pense que c'est ça qui est plus important pour les gens aussi.
Absolument. Mais j'ai quand même besoin de savoir, tu vois, Armel, tu es quand même venu en France assez jeune. Qu'est-ce qui t'a poussé à venir en France? Parce que concrètement, tu es venu à 16 ans quand même. 16 ans et demi, c'est pas majeur, c'est mineur quand même, c'est pas majeur. Donc, comment est-ce qu'à 16 ans et demi, tu te dis que tu vas t'en aller et venir en France? Par exemple, moi, je suis arrivé en France à 23 ans et beaucoup trouvaient ça quand même jeune. C'est vrai qu'il y a voilà, des gens qui sont venus à 18 ans, à 20 ans, mais même à 23 ans, on me disait, bon, tu vas chercher quoi en France? Prends le temps de créer ta carrière, d'évoluer dans ton pays. Après, tu pourras les découvrir, tu vois. Et toi, tu es venu à 16 ans et demi. Voilà, qu'est-ce qui pousse un jeune de 16 ans et demi à tout quitter pour venir en France? C'est ça ma vraie question pour l'instant. C'était pas du tout. C'est la vie, c'est la situation qu'on rencontre au quotidien. Comme je l'ai dit, je vais pas vraiment rentrer dans les profondeurs. Mais parfois, en tant que jeune Africain, quand tu es au pays, on a ce rêve en fait. On a ce rêve, on a cette envie de pouvoir avoir une vie meilleure. Parce que, je l'ai dit chaque fois, on part pas quand tout va bien. C'est clair. On part pas quand tout va bien. Parfois, quand tu vois que tu vois plus en fait le bout du tunnel, tu vois plus ton avenir. Il y en a qui peuvent prendre les raccourcis de tourner dans les choses illicites. Et il y en a qui peuvent se dire, tiens, on va continuer à se battre. Donc, tu prends des décisions, tu es jeune, tu es un peu inconscient. Donc, tu as ce rêve de pouvoir aller loin et tu prends le parcours de l'Europe. Et quand tu pars, tu as une façon d'idéaliser l'Europe qui est vraiment comme on le voit à la télé. Et quand tu arrives, tu vois la vraie réalité. Donc il y a ce contraste en fait de ce qu'on idéalise et la vraie réalité. Et c'est ça qui est plus dur. Ça, c'est quelque chose qui est très dur. Et dans mes vidéos, là, j'ai commencé récemment, j'ai déjà fait une première vidéo, 2 ou quelques vidéos dessus pour expliquer aux gens que venir le plus dur, c'est pas en Europe ici, c'est pas comment tu fais pour rentrer. Tu vois, tu peux passer par X chemin, tu vas rentrer, il n'y a pas de problème. Mais après, comment régulariser ta situation, ça va dépendre de la façon dont tu es rentré en France. Et ça, absolument. C'est paradoxal en plus. Oui, ça c'est très compliqué. Parce que tu peux venir par 10 000 chemins, mais une fois que tu es là, ta régularisation va dépendre de comment tu as fait. Donc, tu peux faire des trous de magouilles au pays pour rentrer, il n'y a pas de problème. Mais après, quand tu vas vouloir aller régulariser ta situation, ils vont voir toutes les traces. C'est ça qui va être compliqué. Ok. Mais donc, au pays, tu faisais quoi? Tu travaillais pas? Tu étais en études? Tu faisais quoi? Bon, au pays, j'étais en études. Au pays, j'étais en études, mais après, parfois, c'est compliqué parce que tu as envie d'étudier, tu as envie d'aller loin dans ce que tu fais. Et tu te retrouves à une réalité qui est très dure aussi, souvent, parce que quand tu te réveilles le matin et que tu n'as rien dans le ventre, et que c'est compliqué parce que tu n'arrives pas à joindre le deux bouts et que les personnes, évidemment, qui t'ont mis au monde aussi, s'ils pouvaient, ils allaient le faire, mais tu vois la réalité. On voit bien qu'aujourd'hui, il y a des jeunes, il y a des enfants de 13-14 ans, voire en Afrique, hein, tu viens comme moi, qui ont délossé la thèse, voilà, tu vas vendre au marché avec les parents, enfin, il y a plusieurs, voilà. Donc on a tous été confrontés à ça. Moi, je fais des travaux chez nous. En Côte d'Ivoire, on appelle Manawa, c'est une sorte d'aide-maçon. Tu vas sur le chantier, les gens qui font des travaux, bah, tu vois, tu travailles comme un fou. Et tu dis de soir. Comme les bâtards aussi, ceux qui ramènent les gens dans les bus et tout ça. C'est comme des travaux qui sont très fatigants, surtout quand on est jeune. Exactement. Quand on est mineur, c'est pas évident. Donc tu fais ça, et en parallèle, tu vas à l'école, et puis après, tu as envie d'aller à l'école, mais l'école, ça coûte cher parce que tu sais qu'il y a des parents qui peuvent même pas payer leur fourniture, il y en a aussi qui peuvent pas payer la scolarité. Donc toi, tu as envie de continuer, et tu peux pas, et c'est compliqué. Donc au bout d'un moment, bah, il y a aussi l'entourage aussi, parce que quand je suis arrivé jeune, quand tu es jeune, tu n'es pas forcément conscient des choix que tu fais. En fait, tu te projettes pas. Tu penses vraiment aux choix immédiats parce que tu as des amis, ton entourage qui veut te bouger, toi aussi tu veux bouger. Et puis, c'est comme ça que tu suis la vague et au final, c'est dommage. Tu te lances dans une aventure. Ouais, ok. Donc oui, ça fait 9 ans que tu es là. Donc quand tu es en Côte d'Ivoire, tu étais en seconde première. Ça fait 9 ans que je suis à Brest. Ok. Donc je suis arrivé à 16 ans et demi, donc j'étais à 26. D'accord. Ok. Donc quand tu décides de t'en aller, 4e, 3e, mais du coup tu n'avais pas encore le BPC, peut-être? Non, je n'avais pas BPC. Ok, donc tu n'avais même pas encore le diplôme du collège, mais du coup,
Moi, ça me permet de remonter, moi, par rapport à ton histoire et de me dire, mais attends, tu n'as pas encore la moitié, le premier diplôme en soi du collège, donc la troisième, et du coup, tu décides de venir en France. Mais quand tu arrives en France, comment ça se passe pour toi, du coup? C'était quoi? Parce que pour quelqu'un qui était sans diplôme, même pas le BPC, qui avait du coup que quoi, le diplôme du primaire, comment ta vie se passe en France quand tu arrives? De toute façon, tu arrives en France, tu sais pas, parce que tu viens de rentrer dans le pays, tu sais pas comment est le fonctionnement. La seule chose que, quand je suis arrivé ici, que j'ai dit merci à mes parents quand même, c'est de m'avoir mis à l'école. Ok. Parce que le fait de savoir lire et écrire et parler aussi la langue, ça m'a beaucoup facilité certaines choses ici. Tu vois. Donc moi je suis arrivé là, quand je suis arrivé en France, hein, ça a été très compliqué. Je connaissais personne, donc moi j'arrive, je connais absolument personne en France, donc j'étais venu avec des amis, j'ai dormi 2-3 jours chez des gens ou quelques temps chez des gens, mais à gauche à droite. Wow. Donc après, tu sais pas en fait tu sais pas parce que... C'est quoi demain quoi? Tu ne sais pas. En fait t'as personne. Tu arrives dans un pays, t'as pas papa, t'as pas maman, t'as pas oncle, t'as personne. T'arrives, t'as personne. Et comme t'as personne, au bout d'un moment, c'est sauf qui peut. Wow. Donc c'est sauf qui peut. Moi, je suis arrivé, j'ai fait, je crois, 1 mois ou 2 mois à Paris, à gauche, à droite. Après, je ne voulais pas rester à Paris parce que c'était trop saturé pour moi. C'est-à-dire, c'est saturé, ça allait trop à 100 à l'heure. Moi, je viens des grands bassins, en Côte d'Ivoire. Okay. Donc, je viens d'une petite ville, une petite commune. Okay. Je suis proche d'Abidjan. Oui. J'arrive à Paris où tout va à 100 à l'heure, les métros, tout ça et tout. Et tu vas dans un coin comme Saint-Denis, pas Saint-Denis, mais Strasbourg-Saint-Denis, okay. Château-Rouge. Quand tu vas là-bas, tu vois les gens qui traînent parce que, ils sont perdus, quoi. Pas forcément perdus, parce que chacun a son histoire, chacun a sa réalité. Mais quand tu vois des gens qui sont en train de se chercher un peu comme chez nous à Djamé. À Djamé. À Djamé, tu vois, tu te dis, ah ouais. C'est la même chose, quoi. Limite, tu vois que c'est pire, quoi. Tu vas à ce côté et tu te dis, waouh, moi, j'ai pas envie de rester là. Moi, j'ai envie d'aller dans un endroit loin où je veux aller me retrouver. Parce que je veux aller être je vais aller dans les endroits où je peux être entouré des Blancs. Pas des Blancs, mais des Français, des gens qui vivent ici, qui sont nés ici. Pourquoi j'ai eu ça? Parce qu'une fois, c'était chaud. Une fois, c'était chaud et j'avais mon téléphone qui était à plat. Okay. Donc, je savais pas trop où aller. Donc, je devais aller quelque part, je savais plus trop où aller. Donc, j'avais quelqu'un c'était un Africain. Donc, moi, au départ, j'avais du mal j'étais très timide. J'étais très timide, j'avais du mal à me rapprocher des gens. Et j'ai vu un monsieur qui était un Africain. Je me suis dit, tiens, les Blancs, peut-être que je suis timide, j'ai peur d'arriver eux, mais je me suis dirigé vers mon frère africain et il m'a envoyé balader. Carrément. Ouais. Il m'a même pas écouté, je lui ai dit, monsieur, excusez-moi. Il t'a pas calculé, quoi. Mon téléphone, tu vois, il m'a envoyé balader et ça, je l'ai pris comme un choc. Ouais. Ça m'a choqué. Et c'est ce truc qui m'a donné envie d'être loin je me dis, tiens. Ouais, de la communauté. Je vais peut-être. En fait, sur le coup, quand il m'a refusé, après, j'ai vu. Je suis allé dans une boutique qui est gérée par. Je peux pas faire le côté blanc-noir parce que je sais que. Ouais. Je suis rentré dans une boutique, j'ai demandé au monsieur s'il avait un chargeur parce que mon téléphone était déchargé, j'ai besoin d'appeler quelqu'un. Et il m'a demandé, dit que ses chargeurs sont à vendre. Je lui ai dit ce qu'il peut, parce que j'ai pas de sous moi, c'est compliqué. Je lui ai demandé ce qu'il peut charger mon téléphone. Il peut me donner un chargeur, je charge. Oui, quand ça charge, j'appelle la personne vient, la personne paye. Okay. Donc il m'a demandé j'ai quoi comme téléphone, je lui donne, il prend mon téléphone, il dit qu'il a un chargeur iPhone, il charge mon téléphone. Donc le fait que ça soit quelqu'un d'autre qui n'est pas de notre communauté africaine, qui m'a aidé sur ce coup, ça m'a dit, ah ouais, en fait, ici, je suis là, peut-être que les Africains, je peux pas le juger, pourquoi il m'a pas aidé sur ce coup, je peux pas le juger, mais peut-être qu'ils sont là pour se chercher aussi. Oui. Je suis aussi là pour me chercher. Les Français, ils sont nés ici. Il y en a qui sont nés ici, qui ont grandi ici. Il y en a qui ont, nous, on est venus pour se chercher. Et ils ont quasiment tout là. Donc, sur ce coup, j'ai compris qu'en fait, c'est eux qui pouvaient m'aider. Okay. Donc, c'est là ce qui m'a motivé à quitter Paris et à aller loin dans un endroit où je pouvais être vraiment ancré où je peux être entre de français. Donc, j'ai pris le train. Ok. Je savais pas trop où aller. Je suis monté dans le premier train à Montparnasse. Direction, je savais pas, je suis quand même arrivé à Quimper. Okay. Et c'est arrivé à Quimper, j'ai été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. Okay. Et c'est la première fois où j'ai entendu le nom de Brest, parce qu'à Quimper, ils n'avaient pas de place. Okay. Donc on m'a fait venir à Brest et c'était la première fois que j'ai entendu le nom de Brest. Donc là, c'est comme ça.
Que je suis arrivé à Brest. Après, à Brest, j'ai fait 8 mois, pris en charge, par l'aide sociale à l'enfance, le temps qu'on examine mon dossier, tout ça. Et puis au bout de 8 mois, on m'a mis à la porte parce qu'ils ont estimé que les papiers que j'avais ramenés, il y avait, bon bref. Tout est comme ça. Donc on m'a mis à la porte en plein mois de février. Pour quelqu'un qui vient d'arriver en France, je peux te dire que c'est quelque chose qui est très très dur. Et heureusement, j'ai rencontré évidemment des personnes formidables qui m'ont accueilli, qui m'ont accompagné, qui m'ont scolarisé. Et au final, j'ai fini par faire tout ce parcours. Tout ce parcours, mais non, t'inquiète pas. Moi, de toute façon, c'est mon rôle de chercher les bons endroits et les choses sur lesquelles insister. Donc, ne pas t'inquiéter. Par contre, du coup, tu es venu à 16 ans et demi, tu es venu sur Paris. Mais du coup, tu as passé combien de temps sur Paris à peu près? À peu près 2 ou 3 mois. 2-3 mois. Ok, donc 2-3 mois sur Paris, tu t'es rendu compte que l'expérience n'a pas été très bonne. Tu t'es aussi rendu compte que Paris, c'est pas l'Eldorado. C'est ça, hein. Je vous dis en même temps, les amis, Paris, c'est pas l'Eldorado. Venir en France, c'est pas... Voilà. On le dit tout le temps. Voilà, moi, je vous dirais pas de pas venir quand même. Mais si vous rêvez d'un idéal français, d'une vie idéale en France, je tiens à vous dire que il y a de fortes chances que vous soyez déçus. Mais du coup, Amel, tu t'es rendu compte du coup que Paris, c'est pas l'Eldorado et que la communauté africaine à laquelle tu comptais t'accrocher, en tout cas à laquelle que tu pensais être la plus à même de pouvoir t'aider, toi qui es venu jeune, mineur, sans repère, sans personne, tu t'es rendu compte qu'en fait, cette communauté-là, en fait, est aussi là pour se chercher. Et que c'était peut-être pas elle qui serait la plus à même de t'accompagner, de t'aider dans ton intégration ici. Parce que toi, tu es arrivé sans personne, sans repère, sans situation. Et ça me permet de me demander, mais comment tu vivais? Tu as passé 2-3 mois sur Paris, mais comment tu vivais au quotidien? Comment tu mangeais? Comment tu survivais de jour après jour pendant ces 2 mois déjà sur Paris? Dis-moi. Oui, j'étais chez des amis. Après, tu as quitté. Non, j'étais chez des amis, mais tu arrives, de base, j'étais chez un ami, mais qui était avec son oncle, lui, il n'avait pas prévu de m'avoir aussi, en fait. Voilà. Donc, tu passes de chez ami à ami, et après, j'ai quitté, comme tu le disais tout à l'heure, que en France, l'Europe, même, c'est pas l'Eldorado. C'est une réalité parce que quand tu arrives, dans les premiers temps, tu es content d'arriver. Oui, je suis en France. Tu vas aller prendre les photos, montrer à tes amis, envoyer, je suis en France, tu vas voir la Tour Eiffel. Dans les premiers jours, tu vas faire ça. Mais le après, c'est le après qui est plus dur. Parce que dans le début, tu vas vouloir montrer aux gens parce que tu viens d'arriver en France, tu vas faire des photos. Mais après, la réalité va te rattraper, que tu vas même oublier, tu vas même vouloir te cacher, mais pas qu'on sache comment tu vis ici. C'est le après qui est plus dur, en fait. C'est pas le oui, j'arrive, t'es content de fou rire et tout. Mais le après, c'est dur. Parce que le après, c'est ça qui est plus dur. Et toi, du coup, tu prends un train. Et du coup, le train, tu le payes comment? Avec quels moyens? Tu n'avais pas de sous, tu n'avais pas monnayé, tu n'avais pas converti l'argent. Comment tu fais pour prendre un train juste comme ça? Non, je ne savais même pas qu'il fallait payer. Carrément, tu ne savais même pas. Toi, c'est parce que tu es chanceux. Si le contrôleur t'aurait attrapé, tu aurais passé mauvais quart d'heure. Mais oui, en plus... Tu arrives la naïveté, tu sais pas quoi. C'est pas on m'a pas expliqué comment ça fonctionne ici. J'en sais rien. Moi, j'arrive là, je connais pas en fait. On m'a pas briefé un peu pour dire comment ça fonctionne. Non. Pour ceux qui ne savent pas, c'est un peu ça. Hein. Tu payes un ticket pour entrer dans le bus, dans le train, dans le métro, peu importe. Et du coup, oui, effectivement, c'est de la naïveté, je pense, parce que tu ne savais pas. Et effectivement, si j'étais venu comme toi à 16 ans, sans qu'on m'expliquait tout ça, forcément, je pense que j'aurais été dans la même situation que toi. Donc oui, je comprends. C'est une sorte de naïveté, mais tu as été chanceux, tu n'as eu aucun problème. Ce qui me plaît, je vois tout le monde descend, et puis il y avait une dame qui m'a acheté dans le train qui m'a dit c'était un bus. Donc j'ai descendu, je ne sais pas où aller. Et comme moi je suis croyant, je sais que chez moi, j'allais souvent à l'église catholique. Et je me suis demandé aux gens dans la rue là où l'église catholique. Donc ils m'ont montré l'église, je suis allé là-bas parce que je sais que dans les églises, parfois ils peuvent aider les gens. Donc je suis allé à l'église et c'est l'église qui m'a accueilli, qui m'a questionné et qui m'a dit vis ta situation et je peux te rediriger vers tel centre. Non, vers la mairie. Donc ils m'ont retiré vers la mairie et je me suis renseigné pour aller à la mairie. C'est la mairie qui a appelé le centre, qui est venu me recueillir. Un premier centre qui est venu me recueillir qui m'a dit t'es mineur, on ne peut pas te garder. Donc on va appeler notre centre qui va venir te recueillir. Donc ils ont appelé le centre a dit il se fait tard.
Il se fait tard, comment il était quelle heure? C'était peut-être 23h, je sais plus, mais il se fait tard. Logé là à l'hôtel. Et nous, on vient le chercher le lendemain. Donc, le centre m'a logé à l'hôtel. Et le lendemain, non, ils m'ont pas logé, je sais plus, je crois qu'ils m'ont gardé, j'ai dormi chez eux. Et c'est le lendemain, ils sont venus me chercher maintenant. Il y a une dame qui est venue me chercher pour aller dans les services qui s'occupent des mineurs isolés. Waouh! Les périples de la vie. Ok. Donc, un centre spécialisé qui t'accueille finalement, mais qui finit par quoi? Par te faire sortir, par te virer au bout de quoi? Au bout de quelques mois, c'est ça? Hein? Genre en plein mois. Le centre m'a accueilli 8 mois, le temps d'examiner ma situation. Voilà, rencontrer mon histoire, mon parcours, tout ça et tout, un peu ça. Ok, mais après, ils ont quand même décidé de te laisser partir. Ils ont décidé oui, de me laisser partir. Et quand tu pars maintenant, concrètement, bah, une famille te prend en charge, c'est ça? Bah, en fait, j'ai fait 8 mois à l'hôtel. J'avoue que c'est cool parce que tu dors, tu manges, tu dors, tu manges. Mais dans les premiers jours, c'est cool. Dans les premières semaines, c'est cool. Mais à un moment donné, en fait, tu commences à t'ennuyer. Moi, par exemple, tout ce qui est pain au chocolat, aujourd'hui, j'aime pas parce que j'en ai tellement bouffé. Bah, j'en ai pas acheté, t'inquiète pas. J'en ai pas acheté. J'avais que ça à l'hôtel, tu vois. Pain au chocolat, yaourt, tu vois, et tout ça. Je vais pas me plaindre, évidemment, comme de la manger. Mais j'ai dit, en fait, moi, j'aime pas parce que j'en ai trop mangé au bout d'un moment. Je suis pas trop fan aujourd'hui. Mais j'ai fait 8 mois et pendant les 8 mois à l'hôtel, c'était compliqué parce que c'est comme tu sors, tu rentres. Et moi, quand je suis arrivé, il y avait des amis qui disent oui, il faut pas que tu sortes, ils vont t'attraper, ils vont te renvoyer. Tu vois, donc tu entends tout ça, ça te fait peur. Donc ça fait que je ne sautais pas, je restais dans la chambre parfois. Quand je sors, juste je masse quelque part devant l'hôtel, après je rentre. Et je fais plusieurs mois, après je me dis, bon en fait. Plusieurs mois, au fur et à mesure, tu commences à voir certaines réalités, en fait. Tu commences à dédramatiser certaines choses que tu as entendues. Donc, en ce moment, j'ai commencé à sortir un peu. Donc, je partais à l'église. Je partais prier pour ma situation, tout ça. Parce que ce genre de moment qui rapproche encore plus de Dieu. Priez, les gars. Priez très, très fort. C'est super important en France. En fait, c'est super important tout court, mais c'est encore plus important quand tu quittes ton pays et que tu es loin de tes repères. Ouais, la prière, la foi, c'est très important. La foi, la prière, et tu vois, Dieu, c'est lui qui nous a créés. Donc, quand ça va pas, il n'y a pas de honte. Tu lui dis, papa, ça va pas. Ça va pas. Je te fais pitié de moi. Me regarde pas, en fait. Me regarde pas mes péchés. Mais regarde ce pourquoi je suis venu. Regarde les personnes pour qui je suis venu. Parce que moi, je le fais pour moi. Je suis venu pour la famille, moi pour ma mère. Ma mère qui... C'est ça en fait, qui était ma force. Parce que tu te dis, je me bats en fait pour que mes parents soient bien. Pour que, voilà, il y a ce côté. Donc j'ai dit à Dieu de ne pas me regarder, mais de regarder plutôt ce pourquoi je suis là. Et... Donc voilà, j'ai prié beaucoup et à l'église, j'ai rencontré des gens, des jeunes qui faisaient du rugby. Donc après, ils m'ont invité, j'allais faire du rugby. Donc j'ai commencé à me faire quelques copains à gauche, à droite et tout ça. Donc là aussi, j'ai rencontré aussi aujourd'hui mon ange gardien, je le dis toujours, ma mère. Ma mère qui est une dame, c'était un bénévole de base, qui venait à l'hôtel parce qu'ils ont appris évidemment des histoires de jeunes qui sont à l'hôtel, tout ça. Donc pour nous amener à sortir un peu, ils venaient nous chercher parfois pour aller faire des balades autour de Brest, découvrir un peu la ville, sortir un peu de cette coquille de l'hôtel. Donc après aussi, ils ont organisé des activités, des lectures, écriture, des petits trucs scolarité, et aussi des ateliers théâtre, des trucs comme ça. Donc moi j'aimais, c'est là que j'ai découvert le théâtre la première fois. C'était un pas dans le théâtre, c'était la première fois que je faisais du théâtre. Quand j'ai découvert le théâtre, puis j'ai fait pour la première fois tout de suite, je me dis ça. Tu te dis ça, j'aime bien. Oui, je me dis ça, j'aime bien. Parce que on a fait des exercices, on a fait des trucs de mise en scène et je me sentais tellement bien. C'était la première fois que j'avais cette déconnexion de ma situation parce que vivre 8 mois sans savoir comment sera ta situation, c'est très angoissante, c'est très stressant et tu sais pas en fait parce que tu sais pas comment va être ton lendemain et tu sais pas. Donc c'était le moment très compliqué et moi le théâtre m'a fait tellement couper de tout ça, je me suis tellement senti bien que je me dis il faut que je fasse ça. Voilà. Donc c'est vraiment mon pas vers mon côté humour aussi.
Tu as dit beaucoup de choses, c'est super. Est-ce que tu aurais pour nous, pour ceux qui regardent et pour moi-même, en fait, 3 anecdotes de cette période théâtrale où tu sortais un peu plus, où tu rencontrais un peu plus de monde? Peut-être qu'il y avait des scènes intéressantes, il y avait peut-être des moments forts qui t'ont marqué, que tu voudrais partager avec nous. Juste 3. Oui, j'ai fait une tournée avec le conseil régional de santé, qui s'appelait, avant ça déjà, avant ça, c'était mes premiers pas sur scène, en tant que premiers pas sur scène, oui, avec ma mère. Ma mère aujourd'hui, c'est une dame qui m'a accueilli, qui m'a aidé, qui était ma marraine, qui est devenue aujourd'hui officiellement ma mère. Des Brestoises, il y en a une, plus chère encore à son cœur, c'est Brigitte, son ange gardien. Donne-moi ta veste. Après le décès de ses parents, Brigitte a même décidé de l'adopter. Non mais comme j'ai pas d'enfant, j'ai pas d'héritier, c'était plus simple d'en avoir un tout fait qui arrivait. Bonjour maman. C'est aussi une autre histoire. Donc mes premières scènes avec elle, ça m'a beaucoup marqué parce que c'était la première fois que je me mettais en scène devant un public. C'est la première fois que je prenais la parole devant un public, donc j'ai adoré ça, donc c'est quelque chose qui m'a marqué. Après, j'ai fait aussi du théâtre d'improvisation. Aussi, ça m'a beaucoup aidé aussi. C'est-à-dire, on te donne un sujet et tu en fais quelque chose, c'est ça? C'est-à-dire, c'est une troupe de théâtre. Dans le sujet, il y a une troupe de théâtre en fait à Brest ici et ils font de l'impro, c'est-à-dire on peut dire 2 personnes sur scène, vous montez sur scène, on vous dit, on demande au public un thème. On peut dire par exemple, je sais pas, avion, l'autre peut dire, je sais pas, femme, et puis l'autre peut dire, je sais pas, tableau. Donc vous devez jouer une histoire avec ces 3 mots qui ont un sens vraiment, donc ça demande beaucoup ton imagination et tout ça et tout. Donc oui, je l'ai fait. J'ai fait ça pendant un moment et j'ai fait aussi le conservatoire aussi pendant un moment pour travailler 1 an de conservatoire. Donc ça m'a permis de travailler le personnage, vraiment tout ça. Le conservatoire, c'est spécialisé dans... Conservatoire art dramatique, donc en gros là où on forme les artistes, les comédiens, tout ça. Ok, intéressant. Merci Amel pour ces 3 anecdotes. Conservatoire, théâtre d'improvisation et tes premiers pas dans ta vie, dans ta réelle vie française, on va dire ça comme ça. Mais du coup, tu commençais à découvrir ton amour pour tout ce qui est lié à l'humour, à tout ça quoi. Je veux pas parler de on parlera de ton côté artistique plus tard, mais déjà à ce moment-là, tu commençais à découvrir un peu tout ce qui était lié au monde de l'humour, le monde de faire rire les gens et de faire plaisir en toi-même en fait t'extériorisant un peu d'une manière ou d'une autre. Et donc tu avais quel âge à peu près à ce moment-là? Parce que quoi, 16 ans, tu étais encore mineur. Bah oui, tu as fait comme 1 an de conservatoire, donc quoi, tu étais à 18 ans, 19 ans à peu près, tu voulais à peine d'être majeur et tout. Ouais, tu étais majeur. Voilà. Ok, 18 ans, 19 ans. Et du coup, à cette période, est-ce que tu étais déjà régularisé ou pas à ce moment-là? Ou pas du tout? Non. Moi, j'ai vécu 6 ans sans papier. Ouais. Donc ma régularisation, elle s'est faite. Waouh, 6 ans. Oui, je fais ça bien, en plus 6 ans sans papier. Ouais, ta régularisation. Ma régularisation s'est faite en 2023. Donc de 2017 à 2023, c'était très compliqué. Donc 6 ans sans papier égale à 6 ans sans aide, 6 ans d'angoisse, 6 ans de stress, 6 ans de... Voilà. De tout, quoi. Ok, et pendant ce temps, mais attends, à ce moment-là, tu t'es quand même scolarisé parce qu'on a parlé de l'humour, mais après, faut quand même avoir. Tu es venu en France en 4e, 3e, tu n'avais pas le BPC, tu avais un niveau académique, collège qui commençait à peine, quoi, 4e, c'est proche de la 6e, donc tu étais scolarisé quand même parce que je pense que les instituts sont spécialisés, offrent quand même la scolarité comme droit français. Donc pour toi, c'était quoi? Tu étais comme scolarisé parce que tu étais déjà quoi? Tu avais déjà 18 ans quand même à peu près. Donc est-ce que tu as pu continuer ta scolarité normalement grâce à cet institut en parallèle de ta découverte de tout ce qui est lié à l'humour? Oui, en fait, après mon histoire à l'hôtel, quand on m'a mis dehors, que j'ai été recueilli par la dame et son association, que je fais déjà une dédicace, qui s'appelle ADJIM, Accompagnement des jeunes mineurs isolés. Accompagnement des jeunes migrants isolés. Accompagnement des jeunes migrants isolés. Donc c'est eux qui m'ont scolarisé. Donc ils m'ont scolarisé. Donc j'ai fait seconde, première, terminale. J'ai fait BTS première année, BTS deuxième année. Et j'ai voulu faire un bac plus 3, mais il faut le faire en alternance.
Et j'avais pas les papiers et je pouvais pas continuer. Ok, bah, je vois effectivement, sans papier, tu peux pas faire d'alternance. Ah, les papiers. Ah, c'est une dinguerie la France. Oui, le papier, c'est dur. C'est dur. Ok, mais tu as quand même suivi un parcours académique stable, en tout cas jusqu'au BTS. Oui, je faisais parcours scolaire et en parallèle, je faisais mes vidéos aussi humoristiques. Des bas, je n'étais pas sur Internet. Je faisais des trucs de théâtre un peu. Et c'est la période du confinement Covid qui a amené les gens à faire des vidéos sur Internet et tout. Et c'est en ce moment que moi, je faisais quelques vidéos sur Internet. Dans le début, c'était compliqué quand même de faire des vidéos sur Internet parce que les gens ne comprennent pas forcément tes blagues. Et il y a beaucoup de gens qui vont te tacler. Quand tu tacler, ils vont te dire oui, c'est nul, on ne comprend pas. Tu veux devenir, moi, on me disait par exemple que tu veux devenir comme observateur. À l'époque. Observateur Eben? Ah bon? On te comparait à lui? Observateur Eben, oui. Okay, à l'époque, observateur Eben était hyper connu. On me dit oui, tu veux devenir comme observateur, c'est nul ce que tu fais. Ah ouais, carrément. On t'a dit ça? On me l'a dit. Et je peux te dire que ma revanche, c'est qu'après, au bout d'un moment, observateur, je suis rentré en contact avec parce qu'il s'est abonné à moi. Il m'a dit qu'il aimait ce que je faisais et on échangeait. Okay. Faut te dire qu'il ne faut jamais écouter les gens qui vont te... tu vois. Donc, ça a été... Donc, voilà. Donc, les vidéos, j'ai commencé les vidéos en 2020. Okay. Pendant la période de confinement. Donc, au début, c'était pas vraiment des trucs que j'essayais de me mettre sur Internet aussi, comme tout le monde. Okay. Donc, j'ai fait ça ne marchait pas du tout. Parce que moi, les gens m'attaquaient mon physique. Okay. On m'attaquait mon nez. On me dit, ouais, tu as un gros nez. Ouais. Tu mets une blague et les gens, c'est pas la blague qu'on regarde. Moi, il y a des gens qui me disent, ah ouais, j'arrive pas à voir. Ton nez cache mon écran. Tu vois? Et ouais, c'était violent. C'était violent. Et tu viens d'arriver sur Internet et tu te prends ça. C'est les choses qui font perdre confiance en soi. Et comment tu surmontes ça, toi? Bah, comme j'ai fait du théâtre, donc j'ai commencé à faire de l'autodérision sur les réseaux sociaux. Donc moi je faisais des trucs, moi par exemple un moment, moi j'avais posté mon nez sur le Bon Coin. D'accord. J'ai pris en photo, j'ai mis nez à vendre, j'ai posté sur le Bon Coin, j'ai mis sur mes réseaux sociaux, j'ai mis nez à vendre, j'ai mis qu'il était trop gros pour moi, qu'il prenait trop de place, sur mon visage, qu'il respirait 2 fois plus que la normale. Que voilà. Tu prenais ça en blague, genre tu dédramatisais ça de cette manière-là en mettant ça dans l'autodérision. Exactement. Et l'autodérision, à force parce que les gens ils t'attaquent pourquoi? Ils t'attaquent pour quelque chose qui te complexe. Mais à force de répéter ça, au bout d'un moment, les gens ne voient plus. Moi, au bout d'un moment, les gens commençaient à me dire oui, Marie-Mène, arrête, tu fais trop de blagues sur toi, t'es beau, t'es mignon. Chose qu'on me disait pas avant, tu vois. Moi, on m'a tellement dit que j'étais moche, que je pensais vraiment que j'étais moche. Okay. Mais après, j'ai compris qu'en fait, c'est juste la beauté qui m'avait fui à l'époque. Ça, c'est un proverbe ivoirien, que la beauté t'a fui. Mais en soi, avec l'autodérision, ça m'a permis vraiment de dédramatiser ce côté aussi. Quand j'ai vu que les gens ne regardaient plus ça, mais ils regardaient plutôt ce que j'ai publié, donc j'ai commencé maintenant à poster des trucs et en ce moment, ça a commencé à marcher. Ça marchait, mais j'avais quand même quelques contacts. Il y avait des gens qui m'étaient assez gênants. Des trucs comme ça, des trucs qui peuvent te faire supprimer. Jusqu'au jour où Booba publie une de mes vidéos. Booba? Genre le même Booba là. B2O. Booba publie une de mes vidéos sur Twitter. Wow. Après, je vois Niska. Après, je vois Karis. Après, je vois Yana Nakamura qui relaie. Je vois Dadju. Je vois les gens qui commencent à relayer mes vidéos. Ouais. Je vois les gens qui commencent à relayer mes vidéos sur les pages, sur les réseaux, tout ça. Je me dis, ah ouais. Je suis à Brest, dans un petit coin de ma chambre. J'ai fait une vidéo, j'ai mis, et ça se retrouve sur la page des célébrités. Donc ça, c'est déjà un premier truc pour me dire qu'il faut que je continue. Il ne faut pas que j'écoute. J'ai dit que je ne suis pas allé loin. Parce que ces personnes, je ne suis pas allé les voir pour, il faut leur dire, publier. Non. Ils n'auraient jamais fait même. Je me dis, s'ils ont partagé, sachant que je ne les connais pas, je n'ai rien demandé, s'ils ont partagé, c'est que quelque part, il y a quelque chose qui les a poussés à partager. Ils ont trouvé quelque chose qu'ils ont trouvé drôle, peut-être qu'ils ont partagé. Parce qu'on ne partage pas quelque chose qui n'a pas d'importance pour nous. C'est clair. Ou peut-être qu'ils ne disent rien. On voit plein de choses sur les réseaux, il y en a qu'on partage dans nos stories parce que, voilà, ça nous parle. Donc ça, ça m'a fait plaisir. Et ça m'a aussi donné un gros l'envie de continuer. Ça m'a fait croire aussi que je peux aller très loin avec ça. Donc c'est de là que je commençais à poster des vidéos, humoristiques. Donc voilà, moi les gens m'ont connu avec mes premières vidéos. J'ai dit pourquoi les carottes sont oranges alors que les oranges ne sont pas carottes. Okay. Parce que si les oranges étaient carottes, les carottes ne seront pas oranges. Donc je faisais des vidéos de jeux de mots où je pose des questions un peu qui font réfléchir.
Là, tu vois, Pourquoi les carottes sont oranges alors que les oranges ne sont pas carottes? Parce que si les oranges étaient carottes, les carottes ne seront pas oranges. là, tu vois, là, j'ai commencé à réfléchir à si carottes et tout était quoi. Tu vas hacker mon cerveau, frère. Vas-y, continue. Est-ce que les oranges sont appelées oranges parce qu'elles sont oranges ou parce que la couleur d'orange est appelée orange parce que les oranges sont oranges? Donc voilà, c'était ça un peu et ça a commencé à marcher. Après, j'ai fait un peu de jeu de mots. Par exemple, je peux dire, par exemple, je fais des vidéos, par exemple, je peux dire bonne nuit. Ok. N'oubliez pas de fermer les yeux avant de dormir. Ok. Sachant qu'on ferme tous les yeux quand on dort. Donc vraiment des blagues simples mais hyper qui faisaient beaucoup de vues. Donc j'ai fait ça pendant quelques années et puis après ça a niché sur le cours d'anglais. Parce que j'ai commencé à donner des cours d'anglais sur internet, sachant que je parle pas un mot d'anglais. Voilà, mais ça vient d'où? Ça vient d'où le coup d'anglais? Bah, ça vient du fait que j'ai voulu. En fait, il y avait un monsieur qui faisait des cours avec de la musique, Teacher Candy. Ok. Donc, I wake up, je me réveille, I wake up. Moi levé, I wake up. Moi levé, I wake up. Là, c'est une habitude. Donc, il a commencé à créer une sorte de buzz sur Internet. Donc, il y a plein qui ont commencé à reproduire ces trucs, on prenait des vidéos, tout ça. Donc, moi, j'ai dit, tiens, moi, j'ai envie de faire mes cours d'anglais, mais à ma façon. La façon dont moi, je comprends mon anglais. Simplifier l'anglais. Donc, je fais ma première vidéo qui s'appelle Le bonbon est bon, the good good is good. Donc, l'anglais, c'est pas compliqué. Quand tu l'apprends avec moi, le bonbon est bon, the good good is good. Le bonbon est bon, the good good is good. Le bonbon, the good good. Le bonbon, the good good. Bon l'argent, good money. Bon l'argent, good money. Donc j'ai traduit vraiment l'anglais comme je l'entends en français. Donc j'ai fait ma première vidéo sur le coup d'anglais, j'ai mis 3 millions de vues. En 24 heures, j'avais déjà 1 million sur TikTok, 1 million sur Instagram. C'est une dinguerie. Donc j'ai tout de suite compris que... C'est une bonne niche, quoi. Que ça, c'est une bonne niche. Tout à fait. Bah, Ouais, c'est une nouvelle voie qu'il faut. Ok. Et Coup tout de d'anglais. suite, après, je commençais deuxième coup, 3 millions. Après, j'ai commencé à dire, je commence à faire mes coups et tu vois le commentaire, 10 000 partages, tu vois 5 000, il y en a qui ont eu 10 000 commentaires. Tu sais que les gens, ils adorent, ils adoraient. Je comprenais pas l'anglais. Donc, quand tu vois mes coups, Je vais aller regarder juste après notre podcast, là, je vais aller regarder et peut-être lancer une vidéo d'anglais, de professeur d'anglais, Armel, le prof d'anglais. bah, tu peux aller voir. Je parle pas anglais et je suis très sérieux quand je fais le truc et c'est ce côté sérieux qui a attiré les gens. Ça a cartonné, ça fait des millions de vues, ça m'a encore plus fait connaître encore, ça a augmenté mon nombre d'abonnés, mais vraiment, ça m'a fait grimper facilement. Ouais, je pouvais prendre 10 000 abonnés en 24 heures, c'était non-stop. J'étais passé de 50 000 à 300 000 dans ouais, même pas quelques semaines. Et sur Instagram aussi, tout je suis monté j'étais à même pas peut-être 10 000, 12 000, je suis monté, j'étais à 50 000, 100 000, ça a commencé à monter, j'étais à 100 000, tout de suite ça a commencé à monter. Donc c'est ça qui m'a fait un peu connaître aussi sur les réseaux avec le côté prof d'anglais, on m'appelait le gardien de l'école. Du coup, c'était un peu marrant, on faisait une sorte de scène avec ça. Waouh, ça c'est une très belle histoire. C'est une très belle histoire. Et j'imaginais pas que c'était ça le parcours derrière la figure publique, la personnalité publique pratiquement que tu as aujourd'hui, avec autant de milliers d'abonnés, plus de 600 000. Mais justement, en fait, à ce moment-là, tu t'es pas dit, je suis arrivé, oui, voilà, j'ai percé, j'ai atteint mon objectif. Est-ce que justement, en fait, derrière ça, il y avait tout un objectif? Est-ce qu'il y avait un objectif plus grand que la notoriété ou que se faire connaître, genre devenir famous, comme on dit? Est-ce qu'il y avait derrière ça, en fait, un objectif encore plus grand que tu prévoyais, que tu voulais atteindre particulièrement? En fait, il y a un truc, il y a une réalité aussi que peut-être d'autres influenceurs vont me dire si j'ai ressenti ça. C'est qu'en fait, quand tu as 1000 abonnés, tu vas avoir 10 000. Parce que tu te dis, quand je vais avoir 10 000, ça veut dire que j'ai percé, cela. Tu arrives à 10 000. Au départ, tu es content les premières fois. Et après, tu te dis qu'en fait, 10 000, il n'y a rien en fait. Il y a pas de tu vois, il y a... Ouais. Après, 20 000, après 50 000, après 100 000, tu arrives à 100 000, tu te dis, waouh. Et après 100 000, tu te dis, pff. Dans le début, tu es content. Tu fais ta première million, tu es content, mais après, tu fais des millions, mais ça ne dit rien. Parce que pour toi, c'est devenu une sorte de normalité, en fait, de faire des millions. Alors que derrière, il y en a qui n'arrivent même pas à 20 000. Tu vois? Donc après, tu montes. Moi, je suis à plus de 650 000 sur l'ensemble de mes réseaux sociaux.
Mais pour moi, il y a peut-être un plus parce que quand tu publies quelque chose, tu sais que ça va avoir de l'impact, c'est ce côté. Mais le fait de publier un truc qui va faire 100 000 vues, moi, tu vois, sur mon Instagram, la plupart de mes publications, c'est 200 000, 300 000 vues. Quand j'ai mis une publication, je sais que, mais c'est pas des choses sur lesquelles, dans mes débuts, j'ai dit, waouh, 100 000, tu vois, t'es content. Mais aujourd'hui, ça devient comme une sorte de normalité, en fait. Tu vois, donc j'ai pas, moi, ce côté, le gars, oh non. Parce que pour moi, il n'y a pas d'objectif. Pourquoi? Parce que c'est jamais suffisant. On va se dire que c'est jamais suffisant. Tu as 10 000, tu veux 100 000, tu arrives à 100 000, tu veux. Il y a des gens qui ont 1 million, avec qui je discute, qui ont 1 million de followers, mais ça ne change rien à leur vie par rapport à. Tu vois, en fait, ils ont 1 million de followers, mais en soi, ils restent comme nous, en fait. Il y a ce côté. Parce que tu en veux toujours plus, et c'est ce côté en vouloir toujours plus, parfois, qui peut jouer sur ton moral. Parce que tu veux plus, et tu n'arrives pas à avoir plus, et tu déprimes, sachant que tu as peut-être à 100 000 abonnés. Il y a des gens qui ont 10 000, qui veulent avoir 20 000, qui n'arrivent même pas. Donc, au lieu de regarder ceux qui sont devant, qui ont 1 million, bah, regarde plutôt ceux qui ont 10 000, qui n'arrivent pas à. Tu vois, donc moi, je regarde toujours ça pour me motiver, pour me dire, ok, bah, je suis bien là où je suis. Je ne veux pas plus, je ne veux pas moins. Je ne me mets pas la pression. Je fais les choses que j'aime et je laisse les résultats parler. Voilà, je ne me mets pas de pression. Et ça, il ne faut pas se mettre la pression. Quand tu fais quelque chose que tu aimes, il ne faut pas le faire pour de l'argent. Fais-le parce que tu aimes. Et après, tu vas voir que ça va arriver seul. Waouh, effectivement, la passion, en fait, tu as décrit la passion, le fait de faire quelque chose qu'on aime, ça change effectivement tout. Ne pas se mettre la pression. Nos amis influenceurs, mes amis influenceurs et créateurs de contenu, ne vous mettez pas la pression, on vous aime comme ça. Le but, c'est de nous divertir, d'apprendre ensemble, de grandir ensemble. Voilà, de partager ce qu'on a comme expérience, chacun tire ce qu'il veut dedans, on démêle le mauvais grain du bon grain, etc. Et on continue d'avancer. Ne vous mettez pas la pression pour le nombre d'abonnés, le nombre de vues, etc. Bon, celui qui dit ça n'a pas beaucoup de vues, d'abonnés non plus. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager pour que moi, je puisse me faire connaître et que ce podcast soit connu. Surtout si vous aimez la qualité qu'on propose, la qualité que... faut préciser que l'équipe derrière, c'est moi. Je suis aussi bien le cadreur, le monteur, le vidéaste, etc. derrière. Ça prend beaucoup d'énergie et de temps. Donc, n'hésitez pas à me donner de la force en likant, en partageant, en commentant. Et désolé encore pour si parfois il y a des petits ratés en termes de son, en termes de qualité. Je sais que pour le précédent épisode, vous m'avez remonté ça et tout, mais voilà, c'était les aléas du direct, les aléas de la première expérience. Donc, j'apprends tous les jours avec vous. En faisant ça, j'apprends un nouveau corps de métier, j'apprends de nouvelles choses. Et comme tout premier pas, il y a forcément des petits flops. Donc, encore merci pour ceux qui se sont abonnés, qui ont suivi le podcast la dernière fois avec Xavier jusqu'au bout, qui m'ont fait des retours, qui ont laissé des commentaires bienveillants, qui voilà, n'ont pas hésité à repartager. Ça a donné beaucoup de force et ça m'a poussé à être super motivé pour faire ce second épisode là que vous voyez actuellement. Et donc, oui, donc comme je disais, ne vous mettez pas la pression, chers amis créateurs de contenu, on vous aime comme ça et voilà, ou bien tu es d'accord, Armel? Oui, aujourd'hui en plus, je donne un algorithme qui ne joue pas en notre faveur. Parce que moi, j'ai eu des publications où j'ai mis sur TikTok. J'ai eu seulement 2000 vues, alors que j'ai plus de 300 000 abonnés. J'ai mis sur Instagram, j'ai plus de 600 000 vues pour la même vidéo. Donc, au bout d'un moment, ce n'est pas le contenu qui est le problème. Souvent, c'est l'algorithme. Il y a beaucoup de trucs, voilà. Et peut-être d'autres influenceurs me diront, qui ont plusieurs réseaux sociaux, ils ont plusieurs abonnés, ils vont me dire que les vidéos qu'on poste sur TikTok ou sur Instagram, parfois, ce n'est pas le même d'audience. Il y en a qui peuvent ne pas percer sur TikTok, ça va percer sur Instagram. Il y en a qui percent sur Instagram, mais en fait, voilà. Donc, faut faire la chose parce que tu aimes, fais ce que tu aimes et le résultat va parler. Faites ce que vous aimez, publiez-le et le résultat va parler pour vous. C'est un très bon conseil, Armel. Et justement, ça me fait me poser une question par rapport à toi personnellement, mais c'est quoi ton rapport avec l'argent? Parce que faut préciser que tu es venu ici sans rien du tout. Tu t'es fait ici, tu t'es construit ici. Et les réseaux sociaux ont été un levier important pour ta croissance. Aussi bien, on va dire, en termes de popularité, mais forcément en termes d'argent, parce que j'imagine que les réseaux sociaux t'ont payé à un moment donné. Mais même avant ça, déjà, les troupes de théâtre, tout ce que tu faisais comme représentation théâtrale et humoristique, ça te rapportait pas de l'argent déjà, de base? Non, ça rapporte pas de l'argent parce que c'était vraiment passion et tout. Et aujourd'hui, mon rapport avec l'argent, c'est pas vraiment le cœur en fait de tout ce que j'ai fait.
Parce que la première chose, c'est que j'aime ce que je fais. Donc, pour moi, la passion d'abord. Après, c'est vrai que j'aimerais bien en vivre de ça. Mais quand tu es en France ici et que tu es étranger, il y a la réalité qui te rattrape. C'est-à-dire aujourd'hui, moi, à un moment, je gagnais plus avec les réseaux que ce que je gagne en travaillant. Ça gagne combien, les gens des réseaux? Je vais pas dire, mais je vais te dire que je gagne plus que le SMIC. Ok. Sans travail, j'ai gagné plus que le SMIC. Sans travail. Moi, les réseaux m'ont aidé parce qu'au moment où j'étais sans papier, moi, j'étais sans papier en France. Je faisais peut-être, je sais pas comment c'est les autres, mais moi, j'ai vécu sans papier pendant 6 ans. 6 ans, tu as dit. J'ai été accueilli par ma mère et j'ai vécu, pendant ces 6 ans, j'ai vécu 2 ans en appartement, je payais mon loyer. Ok. J'étais locataire avec l'argent des réseaux. Oui. Et j'ai gagné plus que le SMIC. Ce que j'ai gagné, plus que le SMIC, ça me faisait payer mon loyer. Après, quand j'ai eu les papiers, j'ai voulu continuer dans ce domaine. Mais quand tu as les papiers, il faut renouveler les papiers. Pour renouveler les papiers, il faut un contrat de travail. Et derrière, la préfecture qui va te dire, oui, c'est bien, vous gagnez de l'argent, tout ça, mais il est où votre contrat de travail? Parce que c'est des cases, il faut que tu rentres dans les cases. Donc, tu es obligé de mettre de côté les réseaux et aller bosser pour pouvoir renouveler tes papiers, avoir une stabilité. Donc, au bout d'un moment, tu ne peux pas gérer les deux à la fois. Donc, tu me demandais comment est mon rapport avec l'argent, c'est que je peux pas. Comme je ne peux pas gérer les deux à la fois, je travaille d'un côté, je suis salarié, et de l'autre côté, je fais aujourd'hui quelques collaborations pour avoir un peu de sous aussi, pour pouvoir m'auto-produire, parce que en parallèle aussi, j'ai un côté artistique, peut-être on va en parler plus tard, mais j'aimerais vraiment pouvoir en vivre, mais pour ça, il faut que la situation soit stable. Il faut que tu sois stable côté papier. Là, en ce moment, ça va, je suis bien stable côté papier, donc ça n'a pas été longtemps, il y a à peine cette année que j'ai eu la stabilité totale. Avant, c'était le style de 1 an en fait. Donc 1 an, c'est stressant encore, tu dois renouveler chaque fois et tout. Et c'est maintenant que j'ai eu un bon papier qui peut me permettre aujourd'hui de me projeter maintenant par rapport à l'avenir, par rapport à tout ce que j'ai fait. Ok, un bon papier, mais tu n'es pas encore français. Ou tu es français maintenant? Non, je ne suis pas encore français, mais je suis, parce que j'ai une mère adoptive maintenant officiellement, donc je suis officiellement enfant des parents français. Ok, donc pour situer les gens tout à l'heure, le SMIC c'est à peu près 1400, 1500 pour ceux qui veulent. Mais ça permet en fait de voir que en fait c'est un peu, c'est la tranche basse limite ou bien moyenne basse que tu gagnais. Donc faut aussi préciser que les réseaux sociaux en soi, c'est un vrai levier pour s'en sortir dans certaines situations délicates comme la tienne. Parce que faut que les gens puissent se rendre compte qu'en soi, sans ça, on a déjà commencé en période Covid. Après, ça t'a permis En fait, c'est carrément, en fait, c'est plus qu'un simple moyen de distraction. C'est devenu pour toi un moyen de survivre, littéralement. Et c'était un travail à temps plein. Bien sûr, après coup, tu as quand même développé une source de revenus principale qui est ton boulot. Mais même au moment où tu avais ton boulot, les réseaux sociaux étaient devenus en fait un levier, un complément en fait de revenus pour toi. Donc, c'est important de préciser que ça, selon certaines situations, et quand c'est bien fait, en tout cas quand c'est fait correctement, il y a vraiment moyen de se faire de l'argent dans les réseaux sociaux. Ouais, c'est important de le préciser. Ça m'a permis de survivre, ça m'a permis de payer mon loyer. Moi, j'allais au Resto du Cœur pour aller prendre à manger. Mais ça m'a aidé quand même les réseaux, puisque j'arrivais à payer le loyer, j'arrivais à me nourrir. Je ne pouvais pas en vivre. Moi, il y avait des gens qui étaient surpris, qui me disaient « Ouais, Armel, tu as plusieurs, tu fais des millions de vues, tu fais des partenariats. Tu vas pas à Dubaï, tu voyages pas comme les autres. Mais tu peux pas leur dire que cet argent, moi je compte payer mon loyer, je peux pas me permettre. Il y a des mois où tu peux avoir facile. Il y a des mois, j'ai eu 500 €, il y a des mois, tu peux avoir 800 €, il y a des mois, tu peux avoir 100 €, il y a des mois, tu peux avoir 200 €. Donc à l'époque, c'est pas maintenant ça a changé parce que les barèmes de rémunération ont changé. Mais quand j'ai commencé en 2022, 2020, on payait bien parce que c'était le début de rémunération. Donc quand tu fais 1 million de vues, tu peux avoir facile 1 000 €. Oui. Facile 1 000 €. Donc à l'époque, c'était quand même bien payé. Et je peux te dire que moi, je vivais en fonction de l'audience. Donc il fallait que je crée du contenu. Oui. Donc les vidéos, au départ, je les faisais par passion, mais au bout d'un moment, je les faisais parce que j'avais pas le choix. J'étais obligé. Et même quand tu traverses des situations compliquées, parce qu'on sait qu'en France ici, on a toujours le moral, il est comme la bourse. Parfois c'est haut, parfois c'est bas, et on ne sait pas où mettre la tête. Déjà, ceux qui ont les papiers, ils sont stressés. Oui. Donc imagine, ceux qui n'ont pas les papiers, nous c'est double stress. C'est clair. Donc ça, les gens, ils ne comprennent pas, et tu gagnes de l'argent,
tu peux pas te permettre, en fait, tu gagnes 1 000 euros aujourd'hui, tu te projettes sur le mois à venir parce que tu sais pas si le mois prochain tu vas en avoir. Donc tu te projettes, tu peux pas prendre ça pour aller vivre comme quelqu'un qui est ici, qui est influenceur, qui voyage parce que ses parents sont là. C'est clair. Tu vois? Donc il y a ce côté qui est dur. Et moi, au bout d'un moment, c'était devenu une sorte de tortue pour moi, faire des vidéos. C'est devenu une tortue parce que je me sais qu'en 2020, moi j'ai perdu ma mère en 2020. C'était une situation très compliquée. C'était très compliqué. Et au bout d'une semaine, je me suis retrouvé à faire des vidéos. Parce qu'il fallait faire de l'audience pour... Voilà. Et ça, tu fais des vidéos, tu souris, tu fais des trucs et tout pour faire des vues. Mais quand tu finis derrière, c'est dur quand même parce que tu n'as pas le choix. Tu es obligé de montrer... Et ça, c'est des périodes qui m'ont marqué. Donc quand moi j'ai eu mes papiers, j'ai arrêté un peu avec les vidéos pendant au moins 1 an. Non, pardon, au moins plusieurs mois. Peut-être 3, 4, 6 mois. J'ai vraiment stoppé. Je mettais que les anciennes vidéos que je remettais. Et j'ai pris vraiment du recul pour me ressourcer. Et c'est après ça que je suis revenu maintenant avec le cours d'anglais et les gens ont bien aimé, tu vois. Mais la raison était cool pour moi et pour le moment, c'est devenu une torture. Et c'est ça aussi le piège aujourd'hui pour certaines personnes aussi qui dépriment parce qu'ils n'arrivent pas à faire de vues. Et parce qu'ils forcent, bah, pour ceux qui en vivent, c'est compliqué. C'est chaud. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est ça aussi qui fait que je ne vais pas faire le pas de me mettre 100% auto-entrepreneur. Je préfère avoir le côté travail qui gère ma sécurité. Le jour où j'ai pas envie de faire des vidéos, je ne fais pas de vidéos, je sais que par moi je serai payé parce que j'ai mon travail à côté. Je n'ai pas envie d'être prisonnier de mes vidéos. C'est moi qui fais les vidéos quand je veux, c'est pas les vidéos que doivent me dire quand je dois les faire. Donc c'est cette liberté que je voulais avoir. Bah parfait, c'est très clair en plus parce que et ce que tu as dit est totalement vrai. Ça, les réseaux sociaux ont un double tranchant. En fait, comme beaucoup de choses dans la vie, c'est un double tranchant. À un moment donné, c'est l'euphorie. Après, on finit par se faire prendre au piège, on va dire ça comme ça. Parce que moi, nous, on n'a pas beaucoup d'abonnés. On vient de commencer. Les pages de Brio ont 300, 400, 500 abonnés à tout casser sur tous les réseaux sociaux. Mais effectivement, c'est vrai qu'aujourd'hui, bien que j'ai beaucoup de travail, entre le développement de l'application, entre le développement de la partie commerciale, faut quand même dire que je suis aussi quand même celui qui gère plus ou moins tous les réseaux sociaux de Brio, et effectivement je regarde beaucoup les chiffres et parfois ça me fatigue même à mon niveau, à mon petit niveau, ça me fatigue de regarder des chiffres, d'essayer de voir qu'est-ce qui a bien marché, qu'est-ce qui a mal marché et d'essayer de faire mieux. Donc c'est réellement en fait cardio et en tout cas bravo, force à tous ceux qui créer du contenu, peu importe le réseau social. Ça peut être du contenu textuel, ça peut être du contenu imagé, du contenu vidéo. Réellement, c'est un travail. Réellement, faire ça, c'est parfois une équipe complète pour le faire bien. Et ceux qui le font tout seuls, imaginez la tâche et on va dire la dose de travail qu'ils ont en fait à endurer. Donc, ok. Mais du coup, tu nous as dit que maintenant tu es régularisé, que maintenant tu as un papier on va dire qui est fort et c'est très intéressant parce que justement à côté de ça tu as d'autres casquettes et je voulais vraiment parler de la partie artistique. Comment tu as découvert ton amour pour le côté artistique, c'est-à-dire musical littéral, parce que je peux le dire là, tu es aussi musicien à côté, donc comment est-ce que tu passes du humour à la musique? Alors, le côté artistique, je sais que c'est entre l'humour et la musique, il n'y a qu'un pas. Oui. Moi, mon côté artistique, il est né de... Comment est-ce que ça m'est venu? Ouais, jamais j'aurais pensé qu'un jour, moi, je serais devenu artiste. Ah ouais? Non, c'est pas du tout quelque chose qui... Jamais. Moi, ça m'est venu une fois, j'avais été participer à un concours on m'a invité pour aller à un concours des rappeuses. Okay. Donc moi j'ai vu des rappeuses qui ont fait le freestyle et tout. Et moi la personne que j'aimais bien, j'ai bien aimé son couplet, n'a pas été retenu. Okay. Donc moi comme j'avais un peu de visibilité, je lui ai dit tiens viens on fait un truc. Comme tu chantes, moi je vais ramener un peu mon côté humour et ça va donner un truc et puis on va voilà pour te donner un peu de visibilité. Donc on m'a dit ok, donc c'était mes premiers pas au studio. On a été au studio et puis j'ai fait une chanson où je parle de le temps c'est de l'argent. Oui, okay. Où j'ai dit ceux qui disent le temps c'est de l'argent, est-ce qu'on peut acheter voiture avec 18 heures? Donc c'est le punchline que j'ai mis au départ de la vidéo pour rendre ça dingue. Et dans cette chanson j'ai dit si le temps c'est de l'argent, alors donne pas ton temps aux gens, sinon tu perds de l'argent. Voilà. Donc c'est vraiment un peu mon humour aussi que je ramène. Donc je ramène le côté humour dans la musique en disant que par exemple il y a une partie où j'ai dit elle me dit tu te trompes chérie, je ne suis pas là pour ton argent, je veux juste de ton temps.
Or, le temps, c'est de l'argent. Donc, voilà, à peu près. Excusez-moi. En vrai? Oui, bonjour. Elle coûte quelle heure vos voitures ici? Ah, ici, on compte pas en heures, on compte en argent. Ah, parce que moi, on m'a dit que le temps, c'est de l'argent. Là, je viens voir si je peux acheter une voiture avec du temps. Ah, bien sûr. Gagnez 1000 € par heure et vous l'aurez en 12 heures. Ceux qui disent le temps, c'est de l'argent. Est-ce qu'on peut acheter voiture avec 18 heures? Armel le Malabar. Voilà, à peu près, En vrai, tu fais de l'humour, mais c'est intelligent en fait. Il y a un aspect qui fait réfléchir. Et c'est pas juste de l'humour pour faire rigoler les gens, mais c'est vraiment c'est de l'humour conscient, c'est de l'humour intelligent, c'est de l'humour qui a limite tendance en fait à casser le cerveau à ceux qui t'écoutent. Et c'est particulier. Moi j'aime beaucoup et c'est quelque chose, je sais pas si les gens vont remarquer, mais tes rimes, tes phrases et ce que tu proposes, ça reste logique à souhait quoi. Donc en vrai j'aime beaucoup tes en fait tu fais de la musique, en fait, tu fais une sorte d'humour qui est très intelligent finalement. C'est pas de l'humour bête pour non, c'est un sens. Voilà, il y a un sens à chaque chose que tu dis et ça fait réfléchir en limite genre, exactement. Tu vois. Donc donc moi je rentre dans la musique en rentrant avec ce côté, j'ai dit si je viens faire la musique comme tout le monde, il y a trop de talent, ça va pas marcher. Rentre dans la musique en gardant ton côté humour des bases et j'ai fait ma première chanson qui a super bien marché. Ok. Après, il y a X raisons, j'ai pas pu faire la promo comme je voulais. Okay. Et par la suite, j'ai continué à faire des vidéos humoristiques. Donc, j'ai fait une vidéo sur Brest, là où je vis depuis 9 ans maintenant. Yes. J'ai fait une vidéo où j'ai parlé de la pluie à Brest. Tout à fait. Quand j'ai mis cette vidéo, elle a fait 3 millions de vues sur Instagram, plus de 2 millions sur TikTok. Et dans cette vidéo, dans les commentaires, des gens se sont déchirés. Il y a un côté les gens qui me disaient rentre chez toi, dégage, retourne en Afrique, ceci, cela. Et de l'autre côté, les gens qui me défendaient, qui rigolaient, qui trouvaient que c'est rigolo de parler de Brest. Parce que j'ai dit automne, il pleut, hiver, il pleut, printemps, il pleut, même été, il pleut. Bienvenue à Brest. Automne, il pleut, hiver, il pleut, printemps, il pleut, même été, il pleut. Ouais, bienvenue à Brest. Je ne sais pas s'il y a d'autres villes en France où il pleut plus que Brest, hein, mais chapeau Brest. Dans cette vidéo que j'ai faite, ça a créé beaucoup de polémiques. D'un côté, de l'autre côté, il y a des gens qui me soutenaient. Et j'ai vu l'ampleur qu'a pris cette vidéo et les commentaires que les gens m'ont laissés sur cette vidéo. Je me suis dit, moi je vais les répondre. Mais comme j'ai parlé de Brest dans une courte vidéo, les gens se sont mis dans tous leurs états. Cette fois, je vais faire une musique où je vais parler que de Brest. Donc j'ai commencé à écrire les paroles tout en restant vraiment sur le côté, tout ce qu'on peut trouver comme préjugé à Brest. Parce que le but de cette chanson aussi, c'était pas que dédramatiser, c'était pas que répondre aux gens qui m'attaquaient sur le plan racial, mais aussi le fait que Brest était très critiqué, c'est moche, c'est gris, c'est ceci, c'est cela, Brest n'est pas connu. Donc je me dis, il y a quelque chose à faire pour cette ville. Parce que moi, j'aime cette ville, je me suis pris d'affection pour la ville, j'ai eu beaucoup de foudre la première fois que je suis arrivé dans cette ville. Donc je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose pour donner une sorte d'image positive à la ville. Et c'est là que j'ai voulu faire la chanson. Dans cette chanson, j'ai dit, je vais parler un côté pour répondre aux gens, à des racistes, un autre côté pour valoriser Brest, et un autre côté qui a mon côté humoristique aussi. Donc, il y a une partie où je parle de Brest, du fait qu'on peut retrouver... il peut pleuvoir 3 jours en une journée. C'est pas moi qui ai inventé, c'est des choses que les gens se disent. Moi, j'ai juste pris la parole des Brestois et j'ai mis dans cette chanson, je l'ai rendue un peu humoristique, mais c'est pas des choses que j'ai inventées, c'est des choses que j'ai entendues quand je suis arrivé à Brest. Donc ça c'est dit. Et il y a eu le côté automne, il pleut, hiver, il pleut, printemps, il pleut, même été, il pleut. Ouais, bienvenue à Brest. Armel le Malabar. Bienvenue à Brest. Dans ma ville, il pleut, mais c'est la beste. Ils veulent que je parte. J'ai dit, ils veulent que je parte, mais moi, je reste. Voilà, c'est aussi pour répondre aussi des gens qui me disent, rentre chez toi, rentre chez toi, rentre chez toi. Donc, il y a eu ce côté dans cette chanson. Ils veulent que je parte, mais moi, je reste. Bienvenue à Brest. Bienvenue à Brest, c'est ma ville, c'est ma maison. Été, automne, hiver, une journée, il y a 3 saisons. Il pleut que sur les comptes, c'est ce que disent les Bretons. Les Bretons sont des frères parce qu'ils ont qu'un père. Cette chanson, c'est là qu'elle est née, en fait, la chanson Bienvenue à Brest. Et je l'ai fait, je ne pensais même pas que ça allait cartonner. Je savais que ça allait peut-être un peu marcher. Oui, comme son audience, mais pas. Mais pas, parce que j'ai eu quand même 2 millions d'écoutes pour 2 millions d'écoutes et plus de 160 000 vues. Pour moi, c'est énorme. Waouh, 2 millions d'écoutes sur cette vidéo.
En fait, c'est énorme, mais il y a beaucoup d'artistes qui rêveraient d'avoir ça et, dès le début. Tu ton premier son, tu as 2 millions, c'est énorme. Peut-être que tu n'arrives pas à l'imaginer, mais moi, je suis beaucoup le domaine artistique. Je sais combien de pieds de main les artistes doivent faire pour pouvoir atteindre ce nombre d'écoutes là, ce nombre de vues sur leur vidéo. Et encore bravo, chapeau. Mais du coup, est-ce que après ça, après ce son, après voilà cette chanson, il y a eu du concret derrière. À part les réseaux sociaux, les collaborations, les interviews, est-ce que tu voulais avoir de l'impact, tu voulais mettre en valeur Brest par exemple? Est-ce que la mairie de Brest t'a contacté? Est-ce que des mairies alentours t'ont contacté? Est-ce qu'en fait quelque chose de concret qui allait beaucoup plus loin que tu ne l'imaginais s'est passé? J'ai fait cette chanson, non, j'ai pas eu, la mairie m'a pas contacté, personne m'a contacté en fait. Quand je parle de personnes, je parle des personnalités en fait de la ville, personne m'a contacté. Non. Ils m'ont pas dit oui, ce que tu as fait c'est génial. Moi ce projet, je l'ai fait pour moi parce que j'aime la ville. Je l'ai fait parce que j'aime Brest, parce que je voulais donner une autre façon de voir Brest. Dans le clip, je montre que les belles images de Brest. Moi, il y a des gens que j'ai rencontrés une fois, souvent je croise des gens, et une fois j'ai rencontré une dame qui m'a dit, une jeune dame qui m'a dit, j'ai été pris à Brest pour venir faire mes études, je ne savais pas à quoi ressemblait la ville, j'ai tapé Brest, je suis tombé sur ton clip, ça m'a donné tout de suite envie de venir. Tu vois, c'est bon, en fait, ça. C'est un beau message, ça. Oui, c'est un beau message. Et moi, je rencontre des Brestois qui me disent c'est génial ce que tu as fait parce que tu viens dans notre ville, tu la mets plus en avant que nous qui sommes là et tout ça, tu vois. Donc, c'est des beaux messages. Moi, j'ai pas eu la mairie ne m'a pas contacté, j'ai pas été contacté. Et j'ai pas fait ça aussi dans l'intention d'être contacté derrière. Moi, je l'ai fait parce que j'aime. Je me dis, le jour où ils me contactent, c'est qu'ils trouvent que je peux apporter de plus-value. Moi, ceux qui m'ont porté cette chanson, c'est les Brestois. Et je leur dis merci d'ailleurs. Parce que c'est eux qui m'ont porté. Merci à tous les habitants de Brest. Mais du coup, très intéressant. Mais tu as parlé, en fait, à un moment donné, tout à l'heure, des propos racistes, des injures à caractère raciste. Et du coup, depuis ton arrivée en France, carrément, est-ce que tu te rappelles de choses comme ça, d'événements, de cette... malheureux comme ça, de preuves limites de racisme réel que tu as vécu, des événements qui t'ont marqué, qui étaient liés de près ou de loin en soi à tes origines, à ta couleur de peau et qui t'ont marqué, qui sont restés, que tu pourrais pas dire que tu te rappelles? Sincèrement, j'ai pas vécu de situation raciale quand je suis arrivé en France. À part le premier coup dur, ça a été sur les réseaux et encore plus quand j'ai commencé à parler de Brest. D'accord. C'est là que j'ai eu vraiment le remontée des vagues de racisme et je peux te dire que j'étais habitué aux commentaires négatifs. J'aime pas, c'est nul, oui, ça c'est ton avis, c'est mon avis. Moi si j'ai fait un truc qui fait 3 millions de vues, que toi tu me dis t'aimes pas, bah t'es rien par rapport à, donc en soi oui. Mais quand on t'attaque direct pour te dire singe, rentre chez toi, tu vois des trucs comme ça compte, c'est des choses qui peuvent heurter et c'est des choses qui peuvent être dures aussi. Okay. C'est des choses qui peuvent être dures. C'est à travers les réseaux, quand je commençais à parler de Brest, c'est bienvenue à Brest, je l'ai fait, il y a le côté positif où les gens adorent, et il y a l'autre côté aussi où j'ai pris cher. J'ai pris cher, mais vraiment, j'ai eu des messages très durs. J'ai eu des messages très durs. On me dit, moi, ce qui m'a plus marqué, comme je l'ai dit souvent, moi, ce qui m'a plus marqué dans le message très dur que j'ai reçu, c'est quelqu'un qui m'a dit une fois, en commentaire, hein, il m'a écrit en privé pour me dire qu'il fait assez sombre en Bretagne ici, on n'a pas besoin des gens de couleur comme vous pour venir l'assombrer encore plus. Ça, c'est dur, tu vois. C'est quoi, tu ressens ça, c'est dur. Donc j'ai pris des trucs très durs. Ouais. Rentre chez toi à la rigueur, oui, ça c'est la chanson. Mais quand on te traite des singes, genre qu'un singe qui s'est trompé qui est tombé, en fait c'est. Bananier. Ouais, c'est. Okay. Ouais. Mais ça c'est des choses, c'est un côté dur et moi aujourd'hui j'ai envie de protéger mon entourage vraiment de tout ça parce que c'est violent. C'est très violent les réseaux. C'est très très violent. Il y a le côté cool. Mais il y a un côté très violent des réseaux. Donc quand tu te mets sur les réseaux, il faut être prêt à tout parce que n'importe qui peut te dire n'importe quoi. Et il faut être prêt à tout. Waouh, effectivement. C'est important de laisser ce disclaimer-là parce qu'effectivement, les réseaux c'est dur. Les réseaux, ça peut être très trash.
Et voilà, souvent les gens oublient que la personne qui est en face, il est là pour un objectif, il a une famille derrière. Et même si toi tu peux encaisser pas mal de choses, ta famille qui voit les mêmes commentaires sur toi, ils pourraient ne pas aimer. Et j'imagine que ça n'a pas dû être facile. Je n'expérimente pas ça parce que je suis pas célèbre, mais je te crois sur parole et c'est quelque chose qu'on voit tout le temps. Tu n'es pas le premier à en parler, beaucoup en parlent. Et justement, merci quand même d'avoir souligné ce point. Ça me permet de tomber du coup, je pense la partie liée à ton côté artistique, on a quand même bien brossé maintenant. On peut maintenant essayer de passer à autre chose, mais tu as quand même dit à un moment donné que tu souhaitais maintenant te produire ou t'auto-produire, parce que je sais que de base pour être produit, il faut avoir un studio, il faut avoir voilà, un studio d'enregistrement, il faut être même dans un label. Désolé, mes connaissances sont maigres. J'écoute beaucoup de la musique, mais après, tout ce qui est lié à l'industrie de la musique, excusez-moi. Donc, il faut avoir une maison de production, il faut avoir un label, et c'est eux qui te financent et qui t'aident pour produire ta chanson, ton single, ton single ou ton album. Et derrière, ce qu'ils veulent, ce qu'ils gagnent, c'est par rapport à la manière dont c'est commercialisé et que derrière, ils ont peut-être des retours sur investissement à leur niveau. Donc, tu souhaites aujourd'hui, en fait, te produire ou t'auto-produire. Pourquoi? Oui, tu vois, par exemple, moi, bienvenue à Brest, quand j'ai eu envie de faire ce projet, moi, j'ai été au studio quand j'ai enregistré tout ça. Je voulais réaliser un beau clip. Le clip qu'on voit sur YouTube, c'est pas le clip que j'avais en tête. D'accord. Mais c'est un clip que j'aime parce que j'ai fait avec mes moyens. Okay. J'ai fait avec mon propre salaire. Okay. Mes économies que je mets de côté. C'est ça que je peux réaliser ce clip avec mes propres moyens. Aujourd'hui, ça a super bien marché. Et à travers cette chanson, j'ai eu beaucoup de prestations. Mais vraiment beaucoup, ça, je vais pas le mentir. On m'a invité à des événements. J'ai été contacté. Je suis récemment passé sur France 2. Okay. Là, j'ai vu. Voilà, donc je suis passé sur France 2, j'ai eu même j'ai eu deux reportages de France 2 venir à Brest quand même pour mettre, c'est aussi de plus pour cette ville. Tu vois. Non, j'ai Armel Guessant est né en Côte d'Ivoire, il est arrivé à Brest à 17 ans comme mineur isolé et 8 ans plus tard, eh bien, il rend hommage à cette ville qu'il a accueillie, où il a pu faire des études et trouver un travail. En fait, sa chanson est un véritable cri d'amour pour Brest. Avec Antoine Placier, on l'a rencontré, vous allez voir, il est devenu plus breton que les Bretons. Ville, tu vois, j'ai eu plusieurs autres médias qui m'ont contacté. Là, de mon moment, ce week-end, j'ai un tournage avec BFM TV. Yes. Donc, ça m'a ouvert, bienvenue à Brest, ça m'a ouvert beaucoup de portes avec ce milieu que je connaissais pas. Donc, ça m'a ouvert des portes, ça m'a donné des contacts, du réseau, ça, je vais pas me le cacher. Mais derrière tout ça, il faut savoir en faire de l'argent. Et aujourd'hui, moi, je m'auto-produis quand je vais faire une prestation. Quand on me donne quelques sous, je prends cet argent pour payer le studio parce que ça coûte cher le studio. Ça coûte cher de voir un beatmaker pour qu'il te crée une chanson. Ça coûte cher de faire un clip, ça coûte cher de faire la promotion, tout ça. Okay. Donc, moi, je m'auto-produis avec ce que je gagne entre mes prestations. Donc voilà, ça me permet aujourd'hui de ne pas prendre mes économies pour gérer le côté artistique. La première fois, j'ai pris mes économies, mais ça a été rentable, heureusement derrière. Je sais que pour tout le monde, ce n'est pas le cas, mais moi, ça a été rentable. Donc ça me permet aujourd'hui de pouvoir envisager un nouveau projet que j'ai sorti, par exemple, La Danse des Bretons, que je viens de sortir aujourd'hui. Moi, je l'ai sorti, quand je parle d'aujourd'hui, je l'ai sorti maintenant. Oui, La Danse des Bretons que je viens de sortir maintenant, qui est mon tout nouveau et que je suis en train de promouvoir en ce moment. Et déjà avec ça, La seule chose qui arrive au pied d'un Breton, c'est ses bottes. Armel le Malabar. C'est nous les Bretons, viens bouger. Sur les rythmes et la danse des Bretons, viens danser. Oublie tes soucis dans l'air des... Et déjà avec ça, je prends hyper cher. Côté commentaire, mais c'est tout ça aussi qui grandit mon audience. Oui. Donc ça, je sais que ça va marcher aussi. Donc en ce moment, je suis en train de... Je compte faire le clip cet été. Okay. J'ai lancé une sorte de campagne. Cette fois, j'ai fait appel aux locaux. Okay. J'ai fait une vidéo, j'ai dit aux entreprises, les boutiques, les restaurants, si tu as envie de me soutenir, tu me contactes, on fait une vidéo ensemble. Je mets sur mes réseaux pour te donner de la visibilité. Et toi, derrière, tu me fais un don dans ma cagnotte que j'ai ouverte sur les réseaux pour pouvoir soutenir le clip. Donc j'ai eu quelques partenaires qui m'ont contacté, qui sont prêts à m'accompagner. Donc en soi, il y a quelque chose qui se met en place. Et c'est cette stratégie que j'utilise pour ne pas me retrouver à quémander de l'argent. Ça sera du donnant-donnant. Il y en a qui veulent donner sans avoir quelque chose en contrepartie parce qu'ils ont trouvé génial la chanson, ils ont trouvé génial ce que j'ai fait, ils trouvent génial mon énergie, tout ça. Donc ils ont envie de donner, pas de sujet. Donc, Ok, je suis content pour toi, tu vois. Je suis content que
que déjà cette chanson t'a ouvert plus de portes que tu n'aurais imaginé. Quelle que soit la porte, tant que ça permet d'évoluer, de grandir, d'aller droit vers l'objectif et de découvrir de nouvelles choses, bah, on la prend, on la passe avec plaisir, on ouvre cette porte et on rentre dedans, on fonce tout droit dedans. Et en tout cas, je suis content de tout ce que tu as expliqué, que ce soit par rapport à France 2 qui est venu après, à l'impact réel que tu as fini par avoir, parce que c'est ce que tu voulais avoir de l'impact derrière, et cet impact, en fait, tu sais matérialiser d'une manière ou d'une autre, en fait. Et c'est très bien. Encore bravo encore. Par rapport à la cagnotte et tout, on en reparle juste après. Mais du coup, aujourd'hui, je me demande, c'est quoi pour toi la définition de succès? Qu'est-ce que représente le succès pour monsieur Armel Le Malabar aujourd'hui? Voilà, est-ce que en fait le succès, je pense que tu te rends pas compte en fait quand tu es dans le succès. Okay. C'est un peu comme quand on parle du bonheur. On se rend pas compte en fait, c'est quand on le paie. Okay. Tu vois. Moi aujourd'hui, le succès, je me rends pas forcément compte, mais il y a la réalité qui fait qu'aujourd'hui, je me dis peut-être, par exemple moi aujourd'hui, les gens qui commencent à te contacter à gauche, à droite, tout le monde t'envoie des messages, tout le monde te trouve génial alors que tu te dis rien fait. Tu vas quelque part, tu manges, limite on va te faire payer, on t'invite en fait à gauche, à droite. Pour moi c'est ça, moi je réalise parce que je me dis c'est peut-être ça le succès, mais il faut pas le prendre pour acquis parce que le succès c'est comme le moral en France ici, c'est comme aussi la bourse, il y a des hauts, il y a des bas. Donc il faut pas, pendant que tu es dans ton prime, faut pas te mettre à un certain niveau parce que la chute va être très. Donc tu gardes le pied sur terre, tu restes toi-même et tu continues à vivre le moment tel qu'il est. Tu profites au maximum. Si tu as des choses à faire, c'est le moment, pendant que les gens te contactent à gauche, à droite, c'est le moment de mettre tout ça en place parce qu'après ça disparaît et voilà, c'est fini. Donc si tu n'as pas su profiter pendant qu'il y est, c'est chaud. Donc pour moi le succès, c'est quand tu te mènes, quand tout le monde commence à te trouver intéressant. Oui. Pour moi, c'est ça aussi. Ouais. Ok, donc pour toi, le succès, c'est quand tout le monde commence à te trouver intéressant. C'est une bonne phrase. Effectivement. Ok. Quand tout le monde commence à te trouver intéressant. C'est philosophique en tout cas. C'est intéressant que tout le monde, tu commences à avoir de l'intérêt auprès des gens parce que, tu vois, il y a 3 ans en arrière, j'aurais envoyé un message à quelqu'un, il ne m'aurait même pas répondu. Oui. Mais aujourd'hui, tu envoies un message, je contacte n'importe quel média, je contacte n'importe qui sur les réseaux aujourd'hui, ils me répondent. Parce que qu'est-ce qu'ils vont faire? Tu vas envoyer un message pour dire, tiens, ils vont aller voir ton compte. Si tu as peut-être 300 000 followers, ok, lui, tu vois? Voilà, voilà, donc on te répond. Oui. Voilà, ton compte est certifié, on te répond. Oui. Quelqu'un qui a 500 abonnés, 1100 abonnés, qui envoie un message. C'est pas sûr que, tu vois. Et même les algorithmes jouent. Moi, parfois, je vois les commentaires. Les gens qui ont plus de 10 000 abonnés, l'algorithme me les met en priorité. Oui. Pour que je puisse voir les commentaires. Donc, il y a tout ça, en fait, qui joue aussi. Ouais. Ok, donc on a parlé du succès, on a parlé de ton arrivée, on a parlé de ton côté humoristique, de ton côté musical. Maintenant, on va parler de ton côté professionnel. Parce qu'en vrai, Armel Le Malabar a un boulot. Et tu es dans le conseil. Mais qu'est-ce qui t'a amené vers ce domaine? Comment tu en es arrivé à ce secteur? C'est ta proximité avec les gens? C'est le fait d'avoir vécu dans un foyer? C'est voilà, ou carrément c'est juste le fait de proposer des produits aux gens? Tu es un commercial dans l'âme? Comment tu en es arrivé à ce métier-là? Je pense que moi, de base, quand je suis arrivé en France ici, moi le métier que je voulais faire, c'était l'électricité. Parce que quand je te parlais, quand j'étais au pays, j'allais aider les gens sur les chantiers pour avoir quelques petits sous pour pouvoir manger, parce que c'était compliqué. Donc tu travailles toute une journée pour peut-être, 1000 francs par jour, 500. Et j'aimais beaucoup le côté électricité. Donc quand je suis arrivé en France ici, je voulais faire l'électricité. Donc on m'a mis en seconde pro électricité. Donc j'ai fait mon seconde pro électricité. Et après je suis arrivé en première. Et après, j'ai eu des soucis de santé. Yes. Donc, ça fait que je ne pouvais pas continuer dans ce domaine qui était un peu dangereux pour moi parce qu'il y a des problèmes avec les problèmes de vue. Okay. À l'époque, c'était un peu compliqué pour le domaine de l'électricité parce qu'il faut pouvoir bien distinguer les couleurs pour les bons branchements, sinon, paf. Du coup, comme j'étais dans un établissement qui faisait plusieurs filiales, donc ils m'ont proposé d'aller en commerce parce que là-bas, il n'y a pas de danger. Oui. Dans ce moment, je n'avais pas le choix. C'est pas du tout quelque chose que je me suis imaginé faire. Yes. Que je suis allé en commerce, j'ai fait seconde pro, j'ai fait première pro commerce. Après j'ai fait bac pro commerce, je l'ai eu.
Donc après, en commerce, moi j'ai été en stage et j'ai beaucoup aimé le côté relation client avec les gens, tout ça. Donc je me dis, tiens, moi c'est ça que j'ai envie de faire. Donc, même en faisant du théâtre aussi, ça me permet d'être en contact avec les gens, tout ça. Donc c'est ce côté que j'aimais plus. Donc je me suis orienté dans un BTS Relations Clients Digitales. Ça s'appelle BTS NDRC, Négociation, Digitalisation de la Relation Client. Je ne sais même plus si ça existe encore. Mais c'est un BTS qui était accentué sur la relation client et le digital. Donc j'ai fait ce BTS. Et après, naturellement, ça a orienté sur un métier de conseiller client. Parce que tu es en contact avec les clients. Donc j'ai fait des intérims. J'ai bossé à la poste pendant quelques mois en intérim. Donc j'aimais bien le contact avec les gens. Bonjour, j'aimais bien ce côté. Et après, le cours de la vie a fait que c'était compliqué parce que tu sors de ton BTS, tu restes 1 an sans aller à l'école parce que tu n'as pas le papier, tu ne peux pas non plus faire d'alternance. Et après, ta situation se régularise, tu veux rentrer dans le milieu professionnel. Tu as un trou d'1 an. Tu as un trou d'1 an et tu n'as pas de qualification. Moi, ça m'est arrivé de faire des entretiens où tu arrives, on est peut-être 60 sur un seul poste. Tu arrives, vous êtes 60 dans le bureau. Les gens se présentent, il y a un qui va te dire, tiens, moi j'ai été conseiller client pendant 10 ans sur ce poste similaire, j'ai été conseiller pendant 5 ans sur ce poste similaire. Tu vois la et toi, on fait une étape, toi tu dis, moi j'ai fait un stage il y a 2 ans. Tu vois. Du coup, c'était très compliqué. C'était très compliqué, j'arrivais pas à trouver du boulot à Brest. Et après, je me suis dit, moi quand je quittais chez moi pour venir en France, je ne savais pas où j'allais être en France. Aujourd'hui, je suis à Brest parce que les destins ont fait que je suis à Brest. Donc, je peux être partout. Parce qu'en venant, je ne connaissais pas la ville de la France, à part Paris où on entend parler. J'ai ouvert ma zone de recherche. Avant, je mettais Brest, je mettais le Finistère, qui est notre département. J'ai enlevé ça, j'ai mis France. Donc, j'ai toute la France où on m'accepte, je vais. Donc, j'ai candidaté partout. J'ai eu 2 appels, un à Dijon et un à Laval. Donc j'ai fait les 2 entretiens. Dijon c'était presque bouclé et à Laval ils m'ont répondu en premier. Et comme Laval c'est pas très loin c'est pas loin de Bretagne. Laval c'est un pays de la Loire, mais c'est la région frontière à la Bretagne. Donc je me dis je serai pas très loin même si je pars loin. Donc j'ai choisi Laval et j'ai bossé pendant 1 an en tant que conseiller client EDF. Et au bout d'1 an j'ai acquis de l'expérience. Je savais en fait c'était quoi le métier des relations clients. Parce que je faisais des entretiens, je savais pas quoi c'était quoi un entretien. Moi, je fais des entretiens où, pour moi, un entretien, c'est tu vas, tu discutes comme ce qu'on est en train de faire avec. Donc, parfois, je discute, ça se passe très bien, on rigole. Parfois, je parle de ce que j'ai fait sur les réseaux. Ça n'est pas tout ça. Et c'est une personne formidable que j'ai rencontrée. Une dame formidable que j'ai rencontrée qui m'a coaché, qui m'a vraiment aidé à préparer des entretiens et tout. Donc, j'ai pu avoir mon travail à Laval. J'ai bossé 1 an et après, au bout d'1 an, Brest me manquait parce que j'avais la famille, j'avais les amis, tout ça qui n'étaient pas là. Et après, au bout d'1 an, j'ai candidaté sur Brest. Et pour pouvoir revenir, ça n'a pas été très compliqué cette fois parce que mes entretiens, je comprenais pourquoi on prenait les autres gens par rapport à moi parce qu'ils connaissaient le métier. Moi, je connaissais le métier. Donc, moi, quand j'arrivais, je savais à peu près. Quand j'arrivais, j'ai fait l'entretien. Donc, déjà, côté entretien, j'ai essayé de dire, bon, j'ai lu la fiche, donc je savais ce que j'allais dire. Et après, pourquoi tu quittes ton poste pendant 1 an? Donc ça a été plus cool, tu vois. Je me dis, moi j'ai fait mes études à Brest. Pour moi, la Bretagne, ça vous gagne. Donc quand tu pars de la Bretagne, t'as envie de revenir. Et depuis, ça a été plus cool. Et après, aujourd'hui, je suis conseiller client. C'est un boulot que j'aime beaucoup parce que je me sens utile en faisant ce travail. Parce qu'à chaque fois, les clients, quand tu finis, ils te disent merci. Quand tu te dis, mais si tu te sens utile, parce que le gars, il t'appelle. Moi, je suis la partie, il y a relation client à distance. D'accord, oui. Il y a relation client, comme j'ai fait à la poste, où j'étais face au client. Et il y a où tu es à distance parce que le client, il appelle ou toi, tu l'appelles. Donc, moi, mes missions, parfois, j'appelle les clients, parfois, les clients m'appellent. Donc, voilà. Donc, tu appelles le client ou le client, il t'appelle, il est en panique parce qu'il a un dysfonctionnement, quelque chose qui ne va pas. Et toi, tu lui trouves la solution. Et derrière, il te dit merci, il est content. Tu vois, d'une part, tu te sens utile, quoi, parce que tu te dis, tiens, j'accompagne les gens, je comprends les gens. C'est un travail qui demande beaucoup d'avoir de l'empathie, avoir de la patience et avoir de l'écoute. C'est vraiment des qualités qu'il faut avoir. Il faut vraiment avoir beaucoup de patience, beaucoup d'écoute et aussi du sang-froid pour gérer toute sorte de situation. Comme anecdote par rapport aux clients mécontents, justement, tu en as 3 à nous raconter.
par hasard? Des clients mécontents qui t'ont crié dessus au téléphone, des clients qui ont insulté ta mère et tout. C'est les Ça arrive Ça arrive toujours. tout le temps. Oui, parfois, tu vas avoir des clients... Moi, quand j'étais chez EDF, il y a des clients qui m'ont traité d'enculé. Ok, au téléphone. Oui, il y a des clients... Physiquement. Il y en a qui, non, Ouais. par téléphone, ils vont Ouais. te dire... Il y a des clients qui vont te dire, oui, EDF, et c'est... La merde. Non. Oui, soit ils vont te dire, soit ils vont te parler de comment on va dire, soit il y a les clients qui vont te dire, il y a les clients qui vont dit d'aller me faire foutre, Ok. il y a les gens qui vont te dire que tu comprends pas. En gros, ils vont ramener à la politique, certains vont Ok. ramener à la politique. La politique. Bah, moi, je travaille chez le produit EDF, qui appartient en partie à l'État, donc on dit oui, l'État, non, donc on va forcément, on vous ramène. Il y a aussi ce côté où bah, le client il t'appelle, il a un crescendo, tu vois, et dès qu'il t'appelle, non, moi, excusez-moi, mais vous allez prendre cher. C'est pas contre vous. Déjà, Il t'a prévenu. ça commence bien comme ça. Quand un client t'appelle, il dit excusez-moi, je suis désolé, mais vous allez prendre cher, c'est pas contre vous. Déjà, tu vois, le client, bah, il va commencer. Moi, avant j'écoutais. Avant, j'écoutais et je le prenais pour moi. Mais avec l'expérience, j'arrive à me déconnecter. Parfois, quand il parle, tu vois, tu poses. Parce que tu sais déjà de quoi donc tu poses. Tu poses le casque, tu le laisses. Après, tu vois qu'il est calme, tu le reprends. Tu lui dis, est-ce que J'ai bien compris. sans entendre ce qu'il a dit, tu dis, je comprends bien votre mécontentement, je comprends aussi votre inquiétude et je suis vraiment navré de cette situation qui vous oblige encore une fois à nous rappeler. Sachez que moi, je m'engage à suivre votre dossier pour pouvoir évidemment vous apporter une solution derrière. Ils vont dire, oui, moi je veux que ça soit fait maintenant. Je dis, j'entends bien monsieur, mais les premières fois que vous avez appelé, vous n'êtes pas tombé sur moi. Ou peut-être qu'on a géré votre situation, mais vous n'êtes pas satisfait. Mais aujourd'hui, moi, je m'engage vis-à-vis de vous à vous dire que je suis votre dossier de prêt et je vous envoie un mail pour vous tenir informé. En fait, tu essaies de les rassurer. Ça, c'est la chose à faire. Parce que le gars, il est crescendo. Faut pas monter. Le client, il est déjà énervé. Si tu montes, vous allez vous énerver pour rien. Donc, tu gardes le sang-froid. Il est énervé. Toi, tu gardes ton sang-froid parce que voilà, tu défends l'entreprise. Tu travailles pour l'entreprise, tu défends l'entreprise. Même si tu sais qu'il y a quelque chose qui foire, tu ne dois pas révéler au client, tu dois garder le sang-froid parce que tu es le défenseur de l'entreprise et ça, c'est super important. Et ça, dans tout le boulot aussi, c'est pareil. Donc, il y a ce côté avec les clients que j'aime. Ok, donc effectivement, rien n'est facile dans la vie. Rien n'est facile, aucun métier n'est facile. Tous les métiers avec leurs difficultés et te concernant quand on est derrière le téléphone, quand on est opérateur, quand on est au conseil client, forcément, donc tu en as parlé, des clients mécontents qui t'insultent, qui haussent le ton et du coup tu as un peu expliqué. Donc c'est des petits conseils pour ceux qui sont dans ce domaine-là. N'hésitez pas à laisser un commentaire si c'est que ça vous parle et si vous avez d'autres tips à proposer à ceux qui aimeraient étudier ou qui aimeraient faire ce métier. Et du coup, ça reste quand même un métier que tu affectionnes beaucoup et qui est très intéressant, c'est bien ça? Oui, c'est un métier qui est passionnant. Moi, je trouve passionnant parce que c'est ce que j'ai voulu faire. Et naturellement, j'aime aussi le contact avec les gens. Donc, pour moi, c'est un métier très passionnant. Et aussi, un métier où tu te sens utile parce que tu rends quand même tu aides les gens, tu accompagnes des gens. Et c'est aussi un métier qui, comme je l'ai dit, qui demande certaines qualités. Écoute, sang-froid. Et en parallèle aussi, c'est un métier qui peut avoir de l'impact aussi sur ta vie quotidienne. Parce que quand tu gères des situations conflictuelles, quelle que soit la situation, après, tu arrives toujours à avoir ce côté calme aussi, ce côté réfléchi avant de parler ou poser des actes. Ok, donc c'est un métier que Armel recommande. Il recommande aux gens de faire du conseil. Et du coup, moi, c'est pas moi qui a dit, c'est Armel qui a dit. Et du coup, s'il le dit, moi je dis ça, je dis rien. Le conseiller client, c'est conseiller service client ou conseiller client. Je pense qu'il y a la qualité qu'il faut. Oui. Et conseiller client, c'est bien parce que ça fait, c'est un métier quand tout ce qui est service client, pour moi, ça peut s'adapter à tout sortes d'entreprises. Parce que chaque entreprise a un côté service client. Yes. Donc, quand tu es conseiller client, tu peux quitter, je sais pas, une entreprise de maçonnerie, aller dans une entreprise de menuiserie, pêcheur. En fait, tu peux aller partout. Ouais. Parce que partout, il y a besoin de service client. Et les qualités, tu les as, l'expérience, tu l'as. La seule chose, c'est d'apprendre le métier sur lequel tu vas. Si tu quittes maçonnerie pour aller dans menuiserie, entreprise. Donc ça, c'est super. C'est quelque chose que j'aime. Mais le plus important, c'est de faire ce qu'on aime. Ouais. C'est de faire ce qu'on aime. Vraiment, il faut que quand tu te réveilles pour aller au travail, il ne faut pas que tu aies la boule au ventre. Il faut que quand tu travailles, moi j'arrive toujours au travail, mes collègues ils voient, je suis toujours souriant. Quand tu finis le boulot aussi, il faut avoir une coupure. Ouais. Et ça c'est très important. Quand tu rentres à la maison, il faut avoir une coupure. Moi parfois c'est quand j'arrive le matin,
que que je vois ce que j'ai à faire dans la journée. Tellement, en fait, il faut avoir une coupure. La coupure est très importante et beaucoup n'arrivent pas à couper. Ça pèse beaucoup. Parce que comme tout travail est difficile, il y a des moments où c'est cool, il y a des moments où c'est chill, il y a des moments où c'est compliqué. Et c'est ça aussi l'équilibre. C'est ça aussi qui fait l'équilibre aussi de tout travail. Donc, il faut faire ce qu'on aime pour ne pas être prisonnier de la vie. Ouais. De la vie et de ses fracas. Ok, ben, merci beaucoup. C'est un très beau retour d'expérience par rapport à ce métier. Et justement, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais que ce soit même ton envie de faire de la menuiserie de base, après là, tu es venu en France, l'humour, la musique, le service client. En fait, ce sont tous ces domaines sont des domaines dans lesquels tu as pu développer, ou en tout cas, tu as pu te rendre compte que tu les affectionnais particulièrement. C'était des domaines qui te parlaient directement, qui parlaient pas seulement à ta poche ou à ton quotidien, mais qui parlaient vraiment à ton âme, à qui tu es. Et je trouve que c'est ça qui est le plus important. C'est, comme tu l'as dit, fais ce que tu aimes. Fais ce que tu aimes, c'est pas simple. On l'a beau le dire comme ça et tout facilement. Je sais que c'est pas simple. Il y a beaucoup de gens qui sont loin de leurs rêves. Et comme on dit souvent, on dit n'abandonnez pas vos rêves, mais souvent c'est ceux qui ont réalisé les leurs qui peuvent te le dire. Ceux qui n'ont pas réalisé les leurs vont vous dire juste comment est-ce qu'on arrive à réaliser nos rêves et à rester connecté à nos rêves quand, voilà, le quotidien nous en éloigne tous les jours. Et justement, je trouve que c'est quelque chose qu'il faut pouvoir prendre le temps de travailler. Il faut travailler sur soi pour pouvoir apprendre à mieux se connaître. Et mieux se connaître, c'est un processus. Mieux se connaître, c'est un ensemble d'étapes. C'est un ensemble d'étapes qui passe par de la psychologie, qui passe par une analyse sociétale, une analyse de ton quotidien, de ta vie, de tes centres d'intérêt. Il faut se connaître. C'est une discussion interne, c'est une discussion avec soi-même. Et il faut expérimenter un certain nombre de choses pour pouvoir découvrir. Parce qu'il faut le dire aussi, le fait d'ouvrir son esprit, de découvrir, de tester des choses. Tu ne sauras jamais tant que tu n'as pas essayé. Et donc, de découvrir des choses. Tu n'aurais jamais fini peut-être humoriste si tu n'avais pas testé le théâtre. Tu n'aurais jamais peut-être découvert le théâtre si tu n'avais pas eu un attrait pour quelque chose. Donc, concrètement, il faut tester, il faut essayer, il faut expérimenter. Après avoir essayé, tu dis si non ou si oui, ça te plaît. Si oui, ça te plaît, tu continues. Donc, c'est pour ça justement que je tiens à préciser qu'il est important de bien se connaître. Et c'est même ça la mission de Brio Africa. C'est aider les gens à mieux se connaître. On ne se connaît peut-être jamais totalement soi-même, mais je pense que se connaître un maximum, c'est déjà un grand pas. Et c'est des pas qu'il faut poser les uns après les autres. Et toi, aujourd'hui, Armel, tout va bien, c'est ça? Tout va bien. Aujourd'hui, tout va bien. Tout va bien sur tous les plans. Mais vraiment, je le dis, tout va bien sur tous les plans. Et ceux qui me voient sur les réseaux, ils vont voir que je suis très solaire. Parce que quand tu passes 6 ans d'angoisse, de stress, t'as plus envie de stresser encore. Te rôder, tu vois. T'as envie justement de sourire. Parce que moi, j'ai dit souvent, il n'y a que le bien pour t'éloigner des mal. Oui. Donc, quand ça va pas, fais des choses qui peuvent te faire du bien. Je sais qu'on est dans un pays où souvent le moral est très bas. Oui. Même pour les étudiants qui arrivent nouvellement, pour les gens même qui sont là, le moral parfois il est très bas. Et moi, pendant les périodes compliquées, quand ça n'allait pas, parfois quand je me sens mal, je vais chercher des vidéos humoristiques pour regarder, où je tape de fou rire, je mets des films drôles, je regarde, je cherche des choses pour stimuler mon cerveau, pour rendre positif. Oui. Et ça, c'est très important. Quand ça va pas, cherche à faire des choses. Parfois même, je sais pas, cherche quelqu'un que tu connais qui te fait beaucoup rire, regarde ses vidéos, rigole. Rien qu'un petit moment de rigolade, ça va te faire oublier ce que tu traverses de stressant. Donc ça, c'est ce que je faisais au quotidien. C'est pas facile, mais il faut ça aide. Et c'est bénéfique, ouais. Yes. Moi, je le fais souvent, ouais. Parfait. Bah, ok. Armel, merci beaucoup. Je pense qu'on a fait un peu le tour et on a parlé de beaucoup de choses, de ta vie, de ton arrivée, de ton foyer, de ton adoption, ta nouvelle adoption, oui, par la famille, du théâtre, de l'humour, de la musique, du conseil. Et tout ça me dit que je pense que j'ai quand même fait le tour. On a abordé pas mal d'aspects de ta vie. On a même parlé de la musique et du fait de te produire toi-même, de t'autoproduire. Et aujourd'hui, si tu devais avoir un conseil pour la jeunesse, qu'est-ce que ça pourrait être? Par exemple, un jeune de 17 ans, de 18 ans, qui vient d'avoir le bac, mais qui a bientôt avoir le bac à Abidjan, au Bénin, au Sénégal, et qui pense aussi à quitter son pays, ou qui pense à venir en France pour voir mieux, qui pense à venir ici pour étudier, ou pour juste, même s'il n'a pas le bac et qui pense juste quitter son pays pour
à la recherche de mieux, quels sont les conseils que toi qui as vécu des situations compliquées, qui as vécu une arrivée en France difficile, qui pendant 6 ans a été sans papier en France, quels conseils tu pourrais donner à ces jeunes-là, par exemple? Ok, donc si j'ai un conseil à donner, moi je ne vais pas me donner des conseils parce qu'il faut donner des conseils. Je me base vraiment sur mon expérience et je sais qu'il y a des choses que je peux dire qui vont paraître faciles, mais il y a des gens qui sont dans cette même situation, qui n'ont pas rencontré aussi des personnes sur mon chemin. Tout ça aussi dépend aussi de la personne que tu es. Mais la première chose déjà pour mes frères qui sont au pays, qui veulent venir ici, déjà il faut venir, il faut vraiment, comme je l'ai dit en tout début, la façon dont tu vas venir en France ici va déterminer si tu dois avoir les papiers de régularisation ou pas. Donc ça, c'est quelque chose qu'on sous-estime, mais c'est très important. Quand tu arrives ici, la première chose à faire, c'est vraiment s'informer sur tout ce qui est administratif. Parce qu'il y en a plein ça peut s'y prendre très vite. Il faut s'y prendre en avance. Les rendez-vous à la préfecture, c'est très compliqué. Il faut s'y prendre 6 mois en avance, voire 1 an. Vraiment, il faut s'y prendre en avance. Mais une fois qu'on est là, le vrai combat commence. Pour moi, le premier conseil que je donne, c'est qu'il faut être préparé psychologiquement. Il faut être très fort mentalement. Parce que c'est très dur. Si tu n'es pas fort mentalement, ça va te mettre KO. Ça, c'est quelque chose il faut être entouré. Parce que la solitude, on est dans un pays où les gens sont dans la solitude. Vraiment, les gens sont seuls, ils se sentent beaucoup seuls. Parfois, les gens se sentent seuls. Donc, quand tu es nouveau, tu arrives, c'est chaud. Il faut vraiment chercher des amis, ou même si tu as de la famille au pays, il faut rester en contact avec eux et des gens pour t'entourer. Parce que c'est un pays où on peut tous se retrouver seul, on peut se retrouver aussi soit on va tous déprimer. C'est un pays ça va sans l'heure et c'est des choses qu'on ne connaît pas et quand on arrive, c'est dur. Donc il faut être très fort mentalement, il faut se préparer. Il faut se préparer, ça peut être dur, mais il ne faut pas perdre de vue l'objectif. Ce pourquoi on est venu. Il ne faut pas perdre de vue. Ce pourquoi on est venu, il ne faut pas perdre de vue. Donc ça, c'est le deuxième conseil que je peux donner. Et le troisième conseil, c'est de respecter vraiment... tu arrives dans un pays, tu quittes ton pays, tu arrives là, il y a des lois, il y a des choses qui sont faites, tu n'es pas chez toi. Tu vois, donc il faut... il faut s'adapter. Il faut s'adapter, c'est pas le pays dans lequel tu es qui doit s'adapter à toi, mais c'est toi qui dois t'adapter à ton pays. Ça ne veut pas dire que tu dois laisser ce que tu as appris ou ce qu'on t'a inculqué comme valeur, mais tu dois, même s'il y a des choses chez toi qui sont interdites, mais tu arrives ici, c'est autorisé, fais avec. Tu n'as pas le choix, tu es chez eux. Tu vois, donc il faut vraiment respecter le pays. Je pense qu'en faisant ça, ça va t'éviter beaucoup d'ennuis. Ça va t'éviter beaucoup d'ennuis. Et un dernier conseil, peut-être, ça sera vraiment la persévérance. La persévérance, c'est hyper important. Moi, c'est hyper important. Quand tu vas commencer quelque chose, quand tu vas te lancer dans quelque chose, quand tu vas vouloir faire quelque chose, forcément, que tu auras... Parfois, il y a des gens qui vont te décourager, et parfois, toi-même, tu es motivé, et après, tu perds cette motivation, tu n'as plus l'envie. C'est ça qui fait la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui la persévérance. Persévérer ne veut pas dire forcément que ça va marcher, mais comme on le dit souvent, si tu vises la lune, que tu rates, tu peux forcément te retrouver dans les étoiles. Donc, il faut persévérer. Parce que moi, ça a été, on va dire, ma force ici, la persévérance. Quand j'ai commencé les vidéos, comme je te disais, dans les débuts, moi, j'ai commencé les vidéos, les gens m'ont dit, oui, tu veux devenir comme observateur, tu es nul, aujourd'hui, observateur, et me suis sur les réseaux, ça nous est arrivé de communiquer. J'ai plein de personnalités aujourd'hui, publiques, que je ne pensais pas être en contact avec eux, qu'aujourd'hui, je fréquente, je côtoie. Donc ça, c'est la persévérance qui m'a envoyé là. Je prends l'exemple de ma chanson Bienvenue à Brest. Au bout de 3 mois, j'ai reçu des commentaires. Ouais, c'est bon, on a trop attendu, on veut de nouveau. Oui, c'est bon, une fois c'est bon. Non. Tu vois, les gens commençaient déjà à te dire, oui, c'est bon, on a trop entendu ta chanson, on veut une nouveauté. La chanson, je l'ai sortie il y a 1 an et demi. Là, il y a 2 semaines, j'ai eu un reportage de France 2 sur ma chanson qui est sortie il y a 1 an et demi. C'est parce que j'ai fait la promo pendant 1 an. J'ai pas écouté les gens qui m'ont dit, oui, c'est bon, on veut autre chose. Et à force de faire la promo, il y a quelqu'un de France 2 qui est tombé dessus, qui a dit, c'est génial ce qu'il fait. Ils sont venus faire le reportage. Donc comme quoi, ça finit par payer. Donc la persévérance, il faut vraiment persévérer, il faut faire quelque chose, il faut croire en ce qu'on fait, et il faut persévérer, ça va finir par payer. Je pense que il y a un point commun. Tous ceux qui veulent réussir ont un point commun, c'est qu'ils sont prêts à sacrifier des choses
C'est ça la vérité. Et malheureusement, beaucoup, c'est le sacrifice du sommeil. Moi, je sacrifie mon sommeil, on va dire ma nourriture, même ma nutrition. Je mange pas beaucoup, je dors pas beaucoup. Et c'est plusieurs années que c'est comme ça. Mais néanmoins, je trouve plutôt que c'est une manière de se rappeler que la réussite et le succès, c'est un échange en fait. Il faut donner quelque chose pour pouvoir avoir plus grand. Il faut donner quelque chose pour pouvoir avoir une réussite ou en fait un résultat qui dépasse tout ce qu'on aurait imaginé. Si tu ne donnes pas, tu ne fournis pas l'effort qu'il faut, ne t'attends pas à avoir un résultat qui dépasse ton entendement, qui dépasse tout ce que tu as connu. Si tu fais comme tout le monde, tu n'auras que le résultat que tout le monde a. Si tu veux avoir un résultat différent, fais plus. Fais mieux que tout le monde. Et les résultats différents à la hauteur de ton sacrifice te parviendront. Donc je trouve que c'est exactement ça. Tu as exactement dit ce que c'est que la persévérance. Je disais aussi que la persévérance est bien, mais la persévérance, c'est pas que le mot persévérance. C'est aussi le temps qu'on se donne. Il faut donner du temps à ce que tu fais. Et il faut aussi t'investir. Moi, aujourd'hui, je travaille de 9h à 18h. Quand je finis, je vais parfois à des rendez-vous, je vais faire des prestations, parfois je vais à la chose et je rentre souvent à 22h, parfois à minuit. Donc, derrière un succès, il y a toujours un travail, il y a un sacrifice. Et ça, les gens, ils ne voient pas en fait. Ils voient le côté, oui, il a percé, il a réussi. Mais parce qu'il a charbonné. Et mon quotidien, très souvent, c'est comme ça. Je commence à 8h le boulot, j'ai fini le boulot à 18h, j'enchaîne d'autres choses encore, j'y rentre parfois à minuit. Ça m'est déjà arrivé d'y rentrer à 4h du matin et d'aller me lever à 6h pour aller bosser. Donc c'est tout ça en fait. Moi quand je veux quelque chose, je me donne le moyen de l'avoir. Ah moi j'ai fait tout. Ah, quand je veux quelque chose, je persévère, je relance parfois. La persévérance ne doit pas juste être un mot dans la bouche, mais ça doit vraiment se matérialiser. On doit vraiment sentir que ce gars-là, il est persévérant. Et la preuve, tu me l'as dit. Je t'ai écrit, je t'ai contacté sur tous tes réseaux sociaux confondus. J'ai trouvé ton WhatsApp, je t'ai écrit. Et après une semaine, 2 semaines, quand j'ai pas de retour, j'ai fait quoi? Je t'ai appelé, j'ai laissé un message, je te répondais. Je me suis assuré que partout où tu passes, il n'y a aucun monde où tu puisses dire que tu n'as pas vu un message de ma part. J'étais prêt à t'écrire un courrier recommandé avec accusé de réception parce que je voulais t'avoir dans mon podcast. Justement, c'est ça, c'est ce côté qui a dit que tout de suite je te dis oui. Oui, direct. Parce que je t'avoue que j'ai vu que... Et c'est comme ça que je suis en fait. C'est pour ça que je te dis ça direct. C'est la persévérance. Moi, quand j'ai vu tout ça, parce que j'ai pas pu voir tous tes messages partout, mais comme tu m'as dit, tu m'as écrit partout, j'ai vu ton commentaire, j'ai dit, ah, lui, voilà, il persévère. Et c'est comme ça que je suis. C'est comme ça que je suis. Je me suis tout de suite retrouvé dans ça. Je me dis, tiens, je viendrai faire ce podcast avec plaisir. Et là, je suis là. En tout cas, merci. Merci à toi pour cet échange. Et justement, c'est ça. C'est une manière de prouver la persévérance. Et tu as vraiment mis le doigt sur quelque chose. C'est un point important. C'est un élément très important. Beaucoup de gens veulent réussir. Beaucoup de gens veulent réussir très vite. Mais ils ne sont pas prêts à sacrifier ce qu'il faut pour y arriver. Ils ne sont pas prêts à donner les efforts qu'il faut pour y arriver. Moi, je connais beaucoup de gars qui sont butés, qui travaillent d'arrache-pied. Et je me dis toujours à ce moment-là, mais je suis loin. Je ne fais pas encore la moitié de ce qu'ils font comme sacrifice pour atteindre le résultat qu'ils veulent atteindre. Donc, les gars, soyez persévérants, pour de vrai. Merci pour les conseils. On a eu 3 conseils plus un bonus de la part de Armel Nguessan. Dites-lui merci en commentaire pour les conseils, s'il vous plaît. Et c'est très édifiant. Armel, du coup, maman est partie, paix à son âme. Maintenant, tu as une autre maman ici en France. Voilà, tout va bien. Mais je me pose comme la question, ta famille, il te reste comme de la famille en Côte d'Ivoire, n'est-ce pas? Tu as des frères, des sœurs, des cousins, des cousines, des tantes, des oncles et tout qui restent en Côte d'Ivoire alors. Ok. Du coup, qu'est-ce qu'ils pensent de toi, de ce que tu deviens en France? Qu'est-ce qu'ils pensent de Armel le Malabar, Armel Nguessan plus précisément, qui du coup est venu en France, qui est devenu Armel le Malabar? Qu'est-ce qu'ils pensent de ce jeune homme qu'ils ont connu et qui maintenant en fait est devenu un homme, on va dire, pour qui tout va bien justement? Qu'est-ce qu'ils en pensent aujourd'hui? Ma famille est fière. Moi, c'est pas moi qui l'ai dit. Ok. Ils m'ont vu sur Internet. Okay. Parce que je suis passé souvent sur des chaînes du pays. En Côte d'Ivoire, je suis passé sur les chaînes télé en Côte d'Ivoire. Donc, il y en a qui m'ont dit, ah tiens, je t'ai vu à la télé. Donc, je suis passé sur les chaînes télé ici. En France aussi, je suis passé sur des chaînes qui m'ont vu en fait. Parce qu'aujourd'hui, il y en a qui ont France 2, qui ont Canal+, qui regardent des chaînes. Donc, quand ils passent sur les grands médias, aujourd'hui, ils me voient. Et ils sont très fiers.
Ils sont très fiers. J'ai été en Côte d'Ivoire en 2023. Donc, oui, je suis parti en Côte d'Ivoire en 2023. Après, donc, ils sont très fiers. Ils sont très fiers. Tout le monde est fier. Et même moi aussi, je suis fier parce que... Bon, tout le monde est fier. Et même moi aussi, je suis fier parce que c'est ça aussi la richesse. Tu m'as demandé tout à l'heure le succès, c'est quoi? C'est ça aussi le succès. C'est ça la richesse en fait. Parce que la richesse, c'est pas que de l'argent. C'est d'être heureux. Oui. Pour moi, c'est ça la richesse. C'est d'être heureux. C'est quand tu es heureux, pour moi, il n'y a pas d'écrit en fait. Et il y a des gens qui sont heureux sans savoir qu'ils sont heureux. Oui. C'est profond. Bah oui, il y a des gens qui sont heureux sans savoir en fait. Parce que quand tu vas pas bien, tu as envie d'être heureux, mais quand tu es heureux, tu profites pas. Oui. Tu vois? Donc moi, comme je l'ai dit, le moral ici, ça joue du yo-yo. Quand tout va bien, je profite au max. Parce que je sais que d'ici 2 jours, le moral il va plonger ou quelque chose va m'énerver. Et voilà, c'est tout ça qui fait partie de l'équilibre de la vie. Donc, quand ton moral est haut, profite au maximum. Quand il est bas, essaie de faire des choses positives pour le remonter. Et puis, à chaque fois, c'est ça le bonheur aussi. C'est profond ce que tu dis. C'est très profond. Waouh. Merci Amel. Merci Amel pour tout ce que tu as partagé avec nous. C'est très... En fait, je ne sais pas si c'est pour vous, mais moi, j'ai beaucoup aimé cet épisode. Je trouve que les épisodes s'enchaînent, mais ne se ressemblent pas du tout. Mais chacun avec une touche de sagesse, de profondeur, d'expérience réelle, concrète. Toujours pas facile. C'est même ça l'approche, justement, que le trajet, le parcours n'est pas linéaire. Le parcours n'est pas facile. Il y a des difficultés, beaucoup auraient abandonné dans ta situation, beaucoup auraient dit vas-y je retourne chez moi, beaucoup auraient dit bon je me rends dans la rue, je prends dans n'importe quel truc bizarre, chelou, illicite, etc. pour m'en sortir. Voilà, toi tu as eu la foi, tu as cru en quelque chose que tu ne connaissais pas, tu y es allé, tu as laissé le sort en décider, c'est une très bonne chose. Encore aujourd'hui tu as un niveau où, voilà, tu te sens bien, c'est le plus important. Mais voilà, la vie n'est pas linéaire. Il y a des hauts et des bas. Je pense même que ça serait ennuyant si ça c'était uniquement linéaire. On s'ennuierait très vite, certainement, si tout allait bien. Donc, Armel, merci beaucoup. Je pense qu'on a fait le tour. Merci d'avoir accepté parler avec nous et d'avoir partagé avec nous toute ton expérience, tout ce que tu as vécu. Moi, je vais quand même essayer de résumer quand même à ceux qui regardent cette vidéo. J'aime pas dire le mot téléspectateur. À tous ceux qui regardent cette vidéo et tout. Donc, Armel Lumalaba, artiste, comédien, musicien, employé d'une grande boîte en conseil, clientèle. Il s'autoproduit. Et il fait, voilà, il est auto-entrepreneur, il est créateur de contenu aussi, vidéo principalement sur les réseaux sociaux avec plus de 600 000 followers à la date d'aujourd'hui. Et Armel, du coup, il est notre deuxième invité pour ce deuxième épisode de notre podcast Né pour briller. Mais quand on voit son devenir aujourd'hui, on n'aurait jamais imaginé le parcours derrière, on n'aurait jamais imaginé les cicatrices qui gardent sur ton dos, on n'aurait jamais imaginé tous les problèmes qu'il a dû surmonter pour en arriver là. Aujourd'hui, il dit que tout va bien, mais beaucoup de gens auraient pu parier le contraire. Donc, Armel, qu'est-ce que tu en penses? Tout va bien, surtout. Et ça me rapproche encore plus de Dieu, surtout. Ça me rapproche encore plus de Dieu, parce que souvent on fait appel à Dieu quand ça va pas et quand ça va, on l'oublie. Mais moi, ça n'allait pas, j'étais avec, et ça va encore, je suis avec. Et là, je suis très content parce que je me dis, tout va bien, et j'ai prié encore avant de dormir. Tout va bien, je suis encore croyant. Et c'est ça encore qui me rend plus fier. Ouais. Parce que je n'ai pas abandonné Dieu, je ne l'ai pas trahi. Voilà. Ok, bah oui, effectivement. Donc, oui, ça t'a rapproché de Dieu. Effectivement, croyez en Dieu. Juste après, croyez en vous-même, croyez en vos rêves et surtout, apprenez à vous connaître parce que se connaître, c'est important. Se connaître, comme je l'ai dit tout à l'heure, comme on l'a répété plusieurs fois, c'est beaucoup plus facile quand on se connaît. Je ne dis pas que c'est pas difficile. En fait, c'est clairement plus facile quand on se connaît que quand on ne se connaît pas. Car on sait plus ou moins dans quelle direction on va. On identifie plus facilement ce qui nous drive, ce qui nous fait plaisir, ce dans quoi on se sent bien. Et quand on se met dans quelque chose, on donne le plus de valeur possible parce qu'on aime. Et surtout quand on a de l'impact dans ce qu'on aime faire, c'est 2-3 fois meilleur. Vous avez plein d'exemples de personnes qui font des merveilles, qui font des choses extraordinaires, des choses qu'on n'aurait jamais pu croire possibles jusqu'à ce qu'ils les réalisent.
Je ne donnerai pas les exemples ici, il y en a énormément dans différents secteurs. Donc, soyez une de ces personnes-là. Moi, aujourd'hui, j'aime mon métier. Amel, il aime le sien. Moi, je suis développeur. Je crée des solutions numériques. J'interviens pour pas mal d'entreprises, pas mal d'institutions, pas mal d'organisations que vous connaissez. Et à titre personnel aussi, je suis fondateur d'une entreprise. Et là, j'ai développé une solution qui s'appelle Brio Africa, qui permet aux jeunes personnes, à toute personne en soi, de se connaître, de comprendre qui ils sont grâce à un ensemble de processus et d'outils. On passe par la personnalité qu'on analyse, on passe par les conseils donnés par des experts en orientation académique et professionnelle. Donc, on ne laisse de côté aucune partie de la population, que ce soit à l'école, à l'université, ou que tu sois déjà en emploi, que tu veuilles te reconvertir parce que ton emploi ne te plaît pas. Viens sur Brio, inscris-toi, passe un test de personnalité, tu auras une liste de métiers potentiels juste après. Va écrire en fait à notre agent IA si c'est à la nuit, sinon dans la journée, demande à avoir accès à un conseil d'orientation. Il se connecte automatiquement, vous discutez, tu lui parles de toutes tes tracasseries, tu lui poses toutes tes questions. Il n'y a vraiment pas de tabou, il n'y a rien. C'est quelqu'un derrière son PC, il est expert en ça, il a été certifié par rapport à ça. Donc il connaît son boulot. Son but c'est de t'aider à passer de 10 métiers potentiels à 1 ou 2. Juste après, quand tu as les 2 qu'il te faut, il te redirigera vers des mentors qui sont sur la plateforme et qui, eux, font déjà ce métier-là et qui aiment ce métier-là et qui sont prêts à te donner des astuces, des conseils, t'aider à arranger ton CV, à trouver un stage, à trouver un emploi pour que toi aussi tu puisses vraiment découvrir ce métier, te l'approprier et vraiment confirmer ou infirmer ton choix vers cette carrière-là. Et donc, c'est vraiment ce but que Brio poursuit aujourd'hui. On a déjà 3000 utilisateurs. On s'est lancé il y a 4 mois à peine et on a déjà 3000 utilisateurs. Donc, ça montre que le besoin est là, que des personnes ont identifié, ont compris qu'il était temps de changer leur vie, qu'il était temps de changer la donne. Et je te conseille de faire partie de ce mouvement-là, car la famille grandit très vite. Et donc, vas-y, dès maintenant. Le lien est dans la bio et tous les détails sont dans la bio si tu veux aller sur Brio Afrique. Tu vas tester, tu vas me dire si tu as aimé, ce que tu en as pensé. Je me ferai un plaisir de tout lire, de tout répondre et on va essayer ensemble de faire grandir cette application-là. J'y crois très fort, j'en suis convaincu qu'il pourra à coup sûr changer l'Afrique, la jeunesse africaine, car c'est nous qui devons développer l'Afrique de demain. Donc, gros big up à toi. Mettez des commentaires, mettez des likes, partagez massivement, surtout en Côte d'Ivoire, surtout au Bénin. Et donnez-nous de la force. On reviendra rapidement vers vous pour un prochain épisode. Si vous voulez voir quelqu'un de particulier qui est en France et que je peux contacter aussi pour un podcast, n'hésitez pas à mettre des noms en commentaire. J'irai voir la personne et on essaiera de caler ça ensemble dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Merci à vous. Big up. Ciao. Automne, il pleut. Hiver, il pleut. Printemps, il pleut. Même été, il pleut. Ouais, bienvenue à Brest. Armel le Malabar. Bienvenue à Brest. Dans ma ville, il pleut, mais c'est la best. Il veut que je parte, mais moi j'ai resté. Bienvenue à Brest. Bienvenue à Brest, c'est ma ville, c'est ma maison. Été, automne, hiver, une journée à 3 saisons. Il pleut que sur les comptes, c'est ce que disent les Bretons. Les Bretons sont des frères parce qu'ils ont qu'un père. Venez voir à Brest. Y'a des crêpes, beurre salé, une merveille. Kouniaman, un délice sans pareil. Y'a des crêpes, beurre salé, une merveille. Kouniaman, un délice sans pareil. Bienvenue à Brest. Dans ma ville, il pleut, mais c'est la best. Ils veulent que je parte, mais moi j'ai resté. Bienvenue à Brest. Bienvenue à Brest. Dans ma ville, il pleut, mais c'est la best. Ils veulent que je parte, mais moi j'ai resté. Bienvenue à Brest. Ici la pluie est jalouse du soleil. Soleil sort un jour, 2 jours. La pluie sort 3 jours, 4 jours. Balade sous le beau temps d'été. On garde une veste à côté. On n'est pas loin de tout. C'est tout qui est loin de nous. Des chocolats ou chocolatine. J'ai mes démons qui a raison. Le stade brestois. Des supporters comptent sur toi. Brille comme des murs colorés. Brest, une ville à explorer. Venez voir à Brest.
des crêpes, beurre salé, une merveille. Kouniaman, un délice sans pareil. Y a des crêpes, beurre salé, une merveille. Kouniaman, un délice sans pareil. Bienvenue à Brest. Dans ma ville il pleut mais c'est la peste. Ils veulent que je parte mais moi je reste. Bienvenue à Brest. Bienvenue à Brest. Dans ma ville il pleut mais c'est la